Bien, merci, c'était parfait. Donc, à côté de Lilia, son éditeur, Monsieur Escande, qu'on remercie d'être présent à Loudun aujourd'hui. Et Madame Claire Simon, sans quoi le prix Renaudot n'existerait pas et vous ne seriez pas là aujourd'hui. Bien. Je remercie également ceux qui accompagnent l'association à longueur d'année pour nous permettre cette rencontre. Elisa et Lucille, merci à toutes les deux. Et puis Lilia nous a fait une petite surprise. Sa maman l'accompagne. Bien. Alors, comme d'habitude, on fait un petit tour des présents et des absents, c'est-à-dire, en principe, si la technique répond, nous suivent en visio le lycée Saint-Pierre-du-Mont, le lycée Jean Cassaigne de Saint-Pierre-du-Mont, pardon. Voilà. Bonjour. Le Collège national Costache-Negri de Galatie en Roumanie. On ne sait pas, on les a perdus. Et ceux qui, en ce moment, sont à 8729 km de nous, le lycée français de Tananarive. Alors, je suis chargé, évidemment, de vous accueillir. Comme d'habitude, on va essayer de voir où vous êtes dans la salle. Le lycée Duplessis-Mornay de Saumur. Le lycée Auguste Renoir de Limoges. Le lycée Claude de France de Romorantin-Lanthenay. Le lycée François Rabelais de Saumur. Non, de Chinon. Alors, bravo à eux, c'est la première fois qu'ils participent, on est très contents de les accueillir. Le lycée Haut-Val-de-Sèvres de Saint-Mexan-l'École. Le lycée Ernest Perrochon de Parthenay. Le lycée Les Grippeaux de Parthenay, qu'on ira voir bientôt, si j'ai bien compris. Le lycée Léonce Vieljeu de La Rochelle. Le lycée Saint-Louis de Pont-l'Abbé-d'Arnoux. Le lycée Marc-Gaudry de Loudun. Et le lycée Guy Chauvet de Loudun. Et Châtellerault, le lycée... le lycée Berthelot de Châtellerault, qui est oublié. Que j'ai oublié dans la liste. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Et maintenant, avant de vous laisser la parole à Lilia et à vous tous, je vais remettre en votre nom à tous le buste de Théophraste Renaudot à Lilia Hassen, que vous avez désigné comme lauréate du prix Renaudot des lycéens 2023. Oui, ça marche. Un livre qui nous plonge dans un futur de verre. Une histoire qui nous pousse à la réflexion sur la société d'aujourd'hui et de demain.
J'emprunte les mots de Camille B. du lycée Duplessis-Mornay pour commencer ma présentation de Panorama, votre roman Lilia Hassen, choisi par vous, lycéens, comme lauréat du prix Renaudot des lycéens 2023. Je suis allée faire un petit tour sur l'espace partagé dans lequel on peut retrouver toutes vos productions sur les romans lus cette année dans le cadre du prix. Le verre y est au cœur de vos réalisations, aussi bien dans les photos, petits personnages emprisonnés dans des bulles de verre, à la fois protégés et captifs, que dans les textes où ils dominent. La transparence citoyenne, ce pacte citoyen fondé sur la bienveillance partagée et la responsabilité individuelle, établi lors de la Constitution de 2030, après le fameux discours du 26 octobre 2029 pour apaiser après la Revenge Week, c'est le point de départ. On suit Hélène Duberne, gardienne de protection. On apprend à la découvrir et à connaître ceux qui l'entourent, sa fille Tessa, son mari David, son collègue Nico et son supérieur, chef de protection. On est avec elle dans ses retours en arrière, dans ce qu'elle nous confie puisqu'elle est narratrice en plus d'être enquêtrice. On reconstitue les événements, on assemble les faits, on établit des ponts, des liens, on tire des fils ou des ficelles. Et le lecteur se retrouve enquêteur lui-même dans un drôle de monde, ni tout à fait le sien, ni tout à fait un autre. Il mène une double enquête, celle d'Hélène, celle de la disparition inexpliquée le 17 novembre 2049 de la famille Royer-Dumas, Miguel, Rose et le petit Milo. Mais il cherche aussi à comprendre la policière, même si on ne doit pas l'appeler ainsi. On joue les enquêteurs comme elle. On a des indices, des écrits différents reproduits par elle, les paroles rapportées en italique pour les différencier de ses paroles à elle, un poème, des rapports d'autopsie, et même un exercice de réécriture en juillet 2050. Un autre indice capital, c'est le livre. Il est présent du début à la fin du roman. C'est Pablo qui nous met sur la voie avec le livre de son fils, La Nuit bémol. On retrouve des livres chez Lou, ceux de Miguel. Et c'est bien dans un poème de Miguel qu'Hélène commence à comprendre pour l'enquête et aussi pour elle et David. Même si ce n'est pas trop ce que tout le monde pense à Paxton et surtout pas Nadir. Trop de livres, trop d'imagination, trop de poésie. Pourtant, on trouve toujours la solution dans un livre, à lire ou à écrire. Sa solution. Pas une page qui ne plonge le lecteur dans une réflexion. Peut-on être transparent ? Doit-on l'être ? À Paxton, ceux qui sont censés montrer la plus grande transparence sont ceux qui cachent le plus. Et ceux qui, au grillon, pensent « pour vivre heureux, vivons cachés » sont ceux qui font preuve de la plus grande loyauté. Puis, il y a aussi tous les sujets que l'on effleure, mais qui restent bien présents une fois le livre terminé. Les violences, quelles qu'elles soient, le harcèlement, l'apparence, le manque de communication, le bonheur, l'amour. Une fois le livre refermé, on pense aussi à tous ces clins d'œil qui parsèment le livre. De Fahrenheit à la Limovian, même le nom des quartiers. Paxton, l'architecte du Crystal Palace. Bentham, le philosophe dont le corps momifié est conservé dans une armoire vitrine au University College de Londres. Ou Charot, du nom de l'inventeur de la maison de verre. Je suis même allée vérifier si le site transparence.fr existait. Et oui, c'est une structure à taille humaine, un équipement informatique à la pointe, un service de qualité, notre studio d'exé et photogravure. C'est là que ça se corse. Lorsque je lis sur leur page d'accueil, notre volonté est d'établir des relations basées sur l'écoute, la confiance et la réactivité. C'est terrible, mais j'ai un peu froid dans le dos. Chaque personnage de ce roman a quelque chose à nous apporter et nous permet de rééquilibrer notre pensée parfois simpliste. Le bien, le mal, les gentils, les méchants. Ici, les cartes sont rebattues sans cesse et nous obligent à rester vigilants. Merci Lilia Hassen pour ce roman surprenant par le monde qu'il décrit, dérangeant par les échos qu'il provoque en nous, mais avec une note d'espoir malgré tout pour le futur. Bravo, chers lycéens, pour votre choix intelligent. Vous nous montrez ainsi votre souhait d'une société qui sait faire la part des choses et où le livre a toujours sa place. Alors, nous n'avons que trop parlé, nous les adultes, et maintenant c'est à vous, les lycéens, de prendre la parole et de nous poser la première question, surtout à Lilia Hassen. On vous écoute. Voilà, il faut se lancer.
Bonjour. J'aimerais Bonjour. savoir d'où vous est venu d'écrire ce livre. Alors, l'idée du livre, j'en ai déjà beaucoup parlé. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, j'étais journaliste pendant longtemps, donc cette idée de la transparence, c'est une idée qui m'habitait déjà depuis très longtemps à cause de l'actualité. Il y avait plein de choses qui me semblaient résonner avec cette thématique-là. J'avais l'impression qu'on rentrait dans une société où la liberté allait devenir un vrai sujet, où les questions de justice aussi allaient prendre de plus en plus de place. D'ailleurs, on le voit tous, que ce soit sur les affaires de viol dont on entend beaucoup parler. On a souvent l'impression que la justice ne fait pas son travail. Il y a ce genre de phrases qui reviennent souvent. Donc voilà, il y avait déjà cet aspect lié à l'actualité. Et puis, le vrai point de départ, ça a été vraiment une vision esthétique, donc pas du tout une réflexion. Je pense que c'est juste que cette vision que j'ai eue au moment de la promotion de mon précédent livre, j'ai vu un magasin d'ameublement, il y avait une salle de bain, il y avait un lit, et tout cet espace-là était vitré. Et j'ai eu l'impression de rentrer dans la vie de plein de gens. Enfin, je me suis dit, si quelqu'un allait se coucher... Enfin, j'ai commencé à imaginer cette vie en transparence, sans intimité. Et donc, cet espace que j'ai vu, qui est vraiment un magasin qui existe, m'a donné l'idée de repenser la société dans son ensemble sur ce modèle-là. C'est-à-dire que je me suis dit, mais si toutes les maisons ressemblaient à ce magasin, à quoi ressemblerait notre société ? Et je pense que si j'ai eu cette idée-là, c'est parce qu'il y avait déjà toute une réflexion en cours sur plein de faits d'actualité. Je pense notamment aux élections américaines en 2016 que j'avais suivies. Et voilà, il y avait plein de petites résonances avec cette idée de la transparence. Et donc forcément, quand j'ai vu ce magasin-là, tout ça s'est mélangé et j'ai commencé à imaginer une société sans murs où toutes les maisons seraient vitrées et tout ce que ça pourrait impliquer. J'ai oublié de préciser une chose super importante. Quand vous posez la question si vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit bien, que vous nous donniez votre prénom et l'établissement d'où vous venez, de façon à ce qu'on puisse un peu vous situer, c'est quand même plus chouette. Alors bonjour madame, moi c'est Paul Sorin du lycée Duplessis-Mornay et comme vous pouvez le constater, vous avez face à vous un jury lycéen et bravo à vous d'avoir réussi à nous toucher et avoir remporté ce magnifique prix. Rebonjour, on s'est vu tout à l'heure en plus. Effectivement. Et on voulait vous demander du coup, vous avez gagné ce prix lycéen. Quelle idée vous avez, vous, de la jeunesse ? Quelle idée vous vous en faites ? Et avec ce livre qui nous a franchement tous touchés, quel message, quelle idée précise vous avez voulu transmettre à nous en tant qu'image de la jeunesse qu'on représente aujourd'hui ? C'est précisément un peu ce que vous venez de faire, un témoignage aussi de liberté, de pouvoir... moi, j'ai énormément confiance en la jeunesse et vous en êtes la preuve, c'est-à-dire que je pense que vous avez mieux compris mon texte que plein d'adultes qui l'ont lu. Précisément parce que vous êtes beaucoup plus concerné par ces questions de la vie privée. Pour vous, c'est un enjeu, parce que vous avez grandi avec les téléphones portables. Moi, ma génération, on était un peu dans une période de transition, mais vous avez vraiment grandi avec ces outils-là. Et donc, vous vous posez aussi toutes les questions. C'est-à-dire que vous voyez à la fois le comportement des influenceurs sur les réseaux sociaux, vous êtes quand même conscient de ce qui s'y passe. En même temps, vous entendez un discours politique qui se durcit terriblement. Il y a toutes les angoisses liées à l'écologie, donc vous êtes une génération à la fois angoissée et en même temps surinformée. Et forcément, moi, ça, c'est une chose qui me touche beaucoup parce que je me demande personnellement, je me suis souvent demandé comment j'aurais fait pour grandir avec tous ces outils-là. Est-ce que moi-même, je me serais pas un peu perdue dans tout ça ? Et donc, voilà, moi, je pense que j'écris toujours en pensant aussi, effectivement, aux jeunes, quels qu'ils soient. Parce que c'est des préoccupations d'avenir, en fait. Cette question de la liberté, de la sécurité, on entend beaucoup de choses, on n'arrive pas forcément à faire le tri dans l'information. On est effectivement, ce que je disais il y a 2 minutes, mais on est vraiment surinformé. Il y a de plus en plus de fake news, il y a la question des deepfakes, la question de son image, de ce qu'elle va devenir, les enfants qui sont exposés ou pas sur Internet. Et donc, cette question de la transparence, à la fois, elle répond à une sorte d'exigence morale que je ressens beaucoup chez les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se posent des questions justement d'ordre éthique, etc. On se pose beaucoup de questions liées à la liberté, liées à la différence, à comment on trouve sa place. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on ment beaucoup aussi aux jeunes. C'est-à-dire que cette espèce de slogan du McDo « Venez comme vous êtes »,
auquel on a voulu vous faire croire. J'ai l'impression qu'en fait, ce slogan, il ne veut rien dire. Il n'existe pas. En fait, n'importe quel jeune aujourd'hui se rend bien compte qu'il faut avoir un masque en société, qu'il faut avoir une manière de se comporter pour trouver un travail, que la différence n'est pas si bien acceptée que ça. Il suffit d'avoir un compte sur Twitter, sur Instagram, pour se rendre compte que la moindre différence est quand même critiquée, que ce soit une différence de point de vue, que ce soit une différence physique. Enfin, voilà, on a beau parler par exemple du corps des femmes avec tous ces courants body positive, etc. En réalité, les marques continuent à faire ce qu'elles font. De temps en temps, comme des coups marketing, elles proposent d'autres corps différents. Mais en réalité, on reste sur un schéma très uniforme, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans le corps des femmes, les campagnes de publicité. Et je me dis, voilà, ce décalage entre le discours, qui est un discours public, qui est très bienveillant en apparence, et la réalité de ce qu'on ressent. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous le ressentez aussi très fortement, et que c'est difficile aujourd'hui de trouver sa place. C'est pour ça qu'il y a autant de personnages d'enfants ou d'adolescents aussi dans mes livres. C'est que j'aime bien aussi cet âge du paradoxe, où enfin, on sent qu'on est traversé par plein de courants différents, plein de choses différentes, et que parfois, on se sent aussi un peu en contradiction avec son époque, et alors même qu'on est censé l'incarner puisqu'on est jeune. Merci beaucoup. C'est chouette, il y a plein de questions. Bonjour. Oui. Moi, je m'appelle Faïlène Fanor, je suis en terminale HCP au lycée Guy Chauvet. Bonjour. Ma question, c'était pourquoi avez-vous décidé de laisser une partie de la ville hors de la transparence dans le livre ? J'ai pas entendu la fin de la question. Une partie de quoi ? Pourquoi avez-vous laissé... La ville ? Oui. Ah oui, les grillons. Voilà. Ah parce que justement, je pense qu'on comprend ce qu'est la transparence aussi à travers son pendant, qui est ce quartier qui en fait ressemble au quartier qu'on connaît aujourd'hui, qui est un quartier, enfin le quartier des Grillons, c'est un quartier où finalement on vit à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est des maisons en béton où il peut se passer plein de choses, mais où on a aussi plus d'espace pour la création. Je rebondis un peu sur la question justement qu'il y avait avant. C'est aussi la possibilité en contrepoint d'un espace de liberté, d'un espace pour lire, un espace pour le mystère en fait. Et ce quartier des Grillons, il incarne à la fois une forme d'insécurité et de peur, et en même temps tout un tas de possibles. C'est aussi parce qu'on ne sait pas certaines choses que l'imagination se développe. C'est aussi, c'est un exemple que je prends souvent, mais c'est comme la confiance. C'est-à-dire que si vous savez tout de l'autre, vous n'avez pas besoin de lui faire confiance. C'est parce que vous ne savez pas tout de votre conjoint, de votre petit copain, de votre petite copine. C'est parce que vous ne savez pas tout d'elle que la question de la confiance se pose. Et de la même manière, ce quartier des Grillons, c'est un quartier où il y a certes une part de violence, mais en même temps, c'est un quartier où il peut se passer des choses. Là où dans le quartier de Paxton, par exemple, il ne se passe plus rien. En réalité, tout est tellement cadré. Il y a une dystopie que j'aime beaucoup, qui a été citée dans les discours de ce matin, d'Evgueni Zamyatin. Et dans cette dystopie qui a été créée dans les années 20, ils imaginent un moment dans la journée qui est un peu le moment de l'imprévisible. Et en fait, même l'imprévu est prévu. C'est-à-dire qu'il y a une heure dans la journée où c'est l'heure de l'imprévu. Et donc, c'est un peu, voilà, moi, c'est un peu ce que j'ai constaté aussi dans ce quartier de Paxton et dans tous ces quartiers qui sont des quartiers vitrés, c'est que tout est encadré jusqu'aux relations intimes. Et donc, ce quartier des Grillons permettait de mieux se rendre compte de ce qui se passait dans ces quartiers transparents. À la fois, il y a des aspects un peu positifs. Je parlais tout à l'heure pendant le déjeuner, par exemple, des abattoirs transparents, ce qui pourrait être une bonne idée, mais aussi de toutes les dérives possibles de cette ultra-transparence qui emprisonne. On a l'impression qu'on voit tout de ses voisins, et en réalité, ce qu'on perçoit, c'est même pas mensonger, c'est pire que ça, c'est du vide, c'est vraiment du vide. Bonjour, je m'appelle Marion, je viens du lycée Berthelot. Et ma question, c'était si vous aviez l'occasion de rencontrer un auteur, qu'il soit mort ou bien vivant, lequel choisiriez-vous et qu'est-ce que vous lui diriez ? Merci.
Alors bonjour, c'est une très bonne question. Alors typiquement, c'est pour ça que j'aime bien les rencontres avec les lycéens, c'est que vous posez d'autres questions, questions qu'on ne me pose pas en fait pendant toute la rentrée. Merci. Et alors si je devais rencontrer un auteur, alors, ce serait, alors, j'hésite entre deux, mais j'adorerais rencontrer Marcel Proust. Alors ça, à votre âge, c'est peut-être très chiant, la recherche du temps perdu. Mais moi, ça allait rester jusqu'à mes 20 ans, je pense. Jusqu'à 20 ans, je ne pouvais pas voir ce... Enfin, parfois, j'avais des extraits en cours. On me distribuait des textes, je ne comprenais rien. Je me disais que c'était l'histoire de Duchesse. Enfin, vraiment, ça m'était totalement étranger. Et à partir de l'âge de... Je pense, oui, je devais avoir 20-21 ans, j'ai découvert la préface à la recherche qui était écrite par Antoine Compagnon, qui est un homme qui a beaucoup réfléchi à la littérature française. Et ce qu'il écrivait sur la recherche m'a bouleversée. Et après ça, j'ai pu lire ce texte. Et je me suis rendu compte qu'en fait, un roman, ça pouvait être un mélange de poésie, de prose, qui avait absolument aucun code, qu'on pouvait parfois même lire un chapitre et puis laisser poser pendant un mois et puis lire la suite. Et c'est à la lecture de Proust qui m'a donné en fait un sentiment, et puis avec beaucoup d'humour aussi. Enfin, c'est un mélange total, je trouve, une œuvre complète. Et je serais curieuse, si je le rencontrais, de savoir comment il a fait, parce que son livre, il l'appelle une cathédrale. C'est vraiment un projet qu'il a pensé du début à la fin. Son dernier tome, c'est un tome qu'il avait déjà en tête au début. Il l'a écrit en même temps en fait, que le début du livre. Et donc, voilà, je serais très curieuse de savoir comment il a pu structurer tout ça et comment on peut réussir à écrire un roman à la fois aussi structuré et aussi sensible. Je trouve que c'est bon, on n'a rien fait de mieux, donc je serais quand même très, très curieuse de le rencontrer. Il y en a un autre, rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez Stefan Zweig, qui est un auteur de nouvelles. Et ça, pour le coup, je le recommande souvent quand je rencontre des lycéens, parce que ça vous permet, notamment pour vos préparations au bac, de lire plusieurs textes très rapidement, parce qu'il a quand même des nouvelles qui font parfois 30-40 pages, et qui sont... Pareil, il a un talent quand même incroyable, c'est d'arriver à condenser, par exemple, une description en 4 mots, on voit tout de suite la personne. Et ça, c'est pareil, c'est magistral d'arriver à faire ça. Et dans une économie de mots, une économie de moyens, il arrive à dépeindre tout un monde. Et je trouve que quand on est au lycée, c'est une bonne lecture, parce que pendant les vacances, on peut lire 3 textes de Zweig. On a l'impression d'avoir lu 3 livres. Et en fait, on s'en servira toute la vie, parce que c'est complètement... c'est assez fou, c'est-à-dire qu'il a à la fois un sens de la description et en même temps, toutes ces nouvelles vous surprennent. Il y a toujours une chute. Dès la première page, vous êtes attrapé. Et donc, voilà, donc ça, je vous recommande chaudement la lecture. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nawel Lanou et je suis élève du lycée Claude de France vers Romo. Et j'aurais une question. C'est que vous voyez, votre livre, ça s'éloigne un peu des cités de France, tous ces trucs-là. Ouais. Et du coup, je voulais savoir ce que vous pensez de l'opposé, du coup, des cités dans le bas de Seine, des trucs comme ça, genre, ce que vous en pensez des cités en France. Alors écoute, je t'invite à lire mon précédent livre, qui s'appelle Soleil amer. Et mon livre précédent se passait justement dans une cité HLM. C'est une histoire qui est inspirée d'une histoire qui a existé, une histoire de jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Il y en a un qui grandit dans une cité HLM, l'autre qui grandit dans une banlieue pavillonnaire. Et donc j'ai pas mal réfléchi à ces sujets-là dans mon précédent livre. Et dans ce livre-là, en réalité, on imagine bien que toutes ces cités, elles sont restées dans le quartier des Grillons, qui est justement un quartier qui fait peur en fait à toutes les classes un peu bourgeoises autour. C'est aussi une forme de ghettoisation que je décris, avec ces quartiers très séparés, avec des quartiers, un quartier pour les féministes qui veulent pas des hommes, un quartier homosexuel, un quartier, enfin voilà, une espèce de partition complètement folle de la société, où il faut absolument choisir un camp, il faut absolument avoir un avis tranché. Et donc, c'est une société aussi du rejet, de l'intolérance, où on met tous les gens qu'on ne veut pas voir dans des quartiers en bordure de la ville. Et ça, pour le coup, il suffit de traverser le périphérique parisien pour se rendre compte qu'on est déjà aussi dans une forme de partition sociale, déjà actuellement.
Bonjour, je m'appelle Émilie Hélin, je suis en terminale HLP au lycée Guy Chauvet. Et ma question, c'était pourquoi vous avez choisi le titre Panorama et est-ce que vous avez envisagé d'autres titres? Alors oui, mon premier titre, c'était... je voulais appeler mon livre Zo. Alors, ce qui était un titre qui peut paraître un peu bizarre avec le recul, mais il y a cette phrase à la fin du premier chapitre où j'explique que nos villes, qui furent des jungles, sont devenues des zoos. Avec cette idée des cages vitrées, de ces hommes qui ont un côté... en fait, c'est même pas un côté animal, puisque justement, ils sont complètement débarrassés de toute forme de pulsion, ils sont dans une forme de contrôle, mais il y a quelque chose dans l'observation les uns des autres qui me faisait penser à un zoo. Donc c'était mon titre de travail. Et puis finalement, pourquoi panorama? Alors, déjà, pour l'étymologie, panorama, ça veut dire la vue totale. Pan en grec, ça veut dire tout. Et donc, en fait, effectivement, on voit tout dans mon livre, on voit tout, mais on ne voit pas grand-chose puisqu'il y a une famille qui disparaît. Donc il y avait déjà ce sens étymologique. Et puis après, en réfléchissant un peu plus à ce titre, il y avait un paradoxe, c'est-à-dire qu'un panorama, en général, si vous allez voir une vue panoramique, c'est que vous allez voir tout un paysage entier. Et là, on est sur une vue en fait très serrée. On va regarder chez nos voisins. Donc j'aimais bien ce paradoxe-là. Et la troisième raison, c'est une raison qui est venue plus tard, c'est qu'il y avait une émission de la BBC qui s'appelait Panorama. Et ça a été une émission qui a marqué l'histoire parce que c'est la première fois que Diana, la princesse Diana, a fait un truc qui ne se faisait pas du tout dans la monarchie. Elle est allée parler de sa vie privée à la télévision. Et ça a été une des grandes ruptures aussi sociétales, parce qu'à un moment, on a une femme publique dans une famille qui était une famille plutôt du côté du secret, qui prenait la parole sur des questions privées et intimes. Et ça, voilà, c'était dans les années 90. Et je trouvais que pour toutes ces raisons-là, Panorama, c'était un titre qu'il y avait pas mal de choses à en dire, en fait. Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis en première ASSP au lycée des Grippots. Bonjour. Et je voulais savoir, pensez-vous faire une adaptation cinématographique? Alors, je vais être très franche parce que je suis devant des lycéens. Donc oui, je pense qu'elle se fera. C'est même en cours. Donc c'est pas encore, les choses sont pas encore signées et décidées, mais il y a eu quelques propositions pour ce livre et donc je pense qu'il y aura une adaptation en série. Donc peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, d'ici 2-3 ans. Voilà. Donc ce sera plutôt un projet de série. Peut-être en 2029, et ce serait incroyable. Et c'est pas impossible. S'ils sont malins. C'est vrai qu'on va vite y arriver. Ah, super. Bonjour. Je m'appelle Charlie B. Je suis le président des lycéens du lycée Guy Chauvet. Je voulais vous demander, une des remarques qui est beaucoup revenue, c'est que votre montre il était très complet. Et je voulais savoir comment vous est venue l'idée, par exemple les sarcophages, les douches, parce que c'est des questions qui viennent mine de rien assez vite quand on lit votre livre. Mais comment les gens font pour avoir une hygiène, pour avoir des relations sexuelles à la vue de tous? Est-ce qu'il y a aussi cette idée de transparence sur tout? Oui, en fait, je me t'ai posé la question. En fait, c'est une super bonne question. J'avais réfléchi à ça. Je m'étais dit, est-ce qu'il faut qu'on voit tout? Je me suis dit, est-ce qu'on a basculé dans un grand mouvement où il n'y a plus aucune pudeur, où on considère que c'est naturel de tout montrer? Et en vérité, pourquoi pas? Ça aurait pu être une sorte de monde nudiste. Mais je me suis dit que déjà, le fait d'acheter des maisons vitrées pour le lecteur, c'est pas forcément évident. Et donc, je voulais que ce soit réaliste. Je voulais qu'on soit toujours un peu sur le fil, qu'on réfléchisse à chaque fois en se disant, finalement, ce serait acceptable. Et donc, je voulais créer... Tout à l'heure, une femme m'a parlé de son sentiment de malaise à la lecture du livre, mais je voulais qu'il y ait un peu ce malaise partout. C'est-à-dire qu'on se dise ça, c'est pas réaliste, mais en fait, ça pourrait. Et enfin, qu'on soit toujours sur le fil. Et donc, c'est que ce soit les salles de bain, avec ce système, justement,
d'opacité autour des toilettes, des douches, les lits sarcophages pour les relations intimes. Il me semblait que la question du consentement était quand même une question qui était centrale aujourd'hui et qu'elle allait devenir de plus en plus, et que dans cette logique sécuritaire où il faut que plus rien ne se passe, on ne pouvait pas laisser des relations sexuelles se dérouler comme ça non plus. Donc à chaque fois, voilà, j'ai réfléchi assez précisément à chaque question en me disant, en fait, qu'est-ce qu'un député pourrait proposer demain ? Et en fait, il y a pas mal de propositions qui arrivent parfois chez nos hommes politiques et on se dit, bon, c'est absurde. Et finalement, c'est des vraies propositions. Donc je voulais être vraiment dans cette optique-là, me dire que si demain, dans les toilettes publiques, on décide de mettre un petit filtre opaque, mais que tout le monde doit montrer sa tête parce qu'il y a un risque attentat, etc., en fait, qu'est-ce qu'on pourrait opposer à ça ? Et c'est ce que j'ai trouvé assez gênant. Il y a une jeune fille tout à l'heure pendant le déjeuner qui m'a dit que dans son école, dans son lycée, alors je ne sais pas quel lycée il s'agit, mais dans son lycée, les salles de classe étaient vitrées. Et apparemment, c'est aussi une manière de sécuriser les salles de classe. Sauf qu'il y a je ne sais plus comment elle avait formulé ça, il y a des exercices attentats. Et qu'au moment des exercices attentats, en fait, il y a une nouvelle question qui se pose, c'est comment protéger les élèves, puisqu'ils deviennent visibles tout le temps. Et donc, elle m'expliquait qu'ils tiraient les rideaux, mais que les rideaux n'étaient pas tout à fait opaques, et qu'il n'y avait pas de rideau sur la porte. Donc, le truc est un peu foireux. Mais en fait, finalement, c'est des questions qu'on se pose déjà. C'est qu'on est déjà dans cette optique de transparence, de sécurité, de comment on fait, comment on adapte les salles de classe. Aux États-Unis, il y a des sacs à dos transparents dans les lycées où il y a déjà eu des tueries de masse parce qu'on se dit que on peut pas fouiller tous les sacs des élèves, mais que c'est bien de savoir s'il n'y a pas une arme à feu dedans. Donc on est toujours dans une espèce de, en même temps sécuritaire, entre la sécurité et la liberté. Et donc voilà, je voulais rester un peu dans cet esprit-là, où on se dit parfois, ça peut même être un peu contradictoire, mais c'est la réalité de ce qu'on vit aussi. Allô ? Oui, du lycée français de Tananarive. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, là c'est bon. D'accord. Alors, du coup, je répète ma question. Est-ce que vous vous verriez dans la dystopie que vous nous décrivez dans votre roman, comme par exemple une habitante de Paxton ? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que je pourrais habiter Paxton ? C'était ça. Alors, c'est une bonne question. Très sincèrement, si j'écris ce livre, c'est que je ne pense pas. c'est que j'en ai pas envie. Maintenant, par définition, quand on vit dans certaines grandes villes, c'est qu'on accepte quand même ce jeu aussi, notamment par les outils numériques. Moi, je suis pas mieux que les autres. J'ai Instagram, par exemple. Je suis curieuse de voir ce qui s'y passe. Donc, on a quand même ce réflexe humain aussi qui est un peu voyeur. Il faut pas non plus, faut pas se cacher non plus derrière son petit doigt. Mais c'est vrai que j'ai une tendance naturelle pour quand même le secret. J'aime bien pouvoir m'extraire aussi de tout ça, pouvoir avoir le choix en tout cas et la liberté de le faire. Et donc, non, je pense que je me sentirais pas très très bien à Paxton et que je serais peut-être mieux au Grillon quand même. Si vous avez des questions pour mon éditeur, n'hésitez pas aussi. Il s'ennuie. Bonjour, je m'appelle Mélina, je suis au lycée Marc-Gaudry. Et c'était pour savoir quelles ont été les différentes étapes pour écrire ce livre. Ah, ça c'est intéressant. Alors, les étapes dans l'écriture, dans la structure, c'est ça ? Alors, il faut que j'essaye de souvenir précisément. Alors, au début, il y a eu donc cette idée dont je parlais tout à l'heure. Une idée, vraiment, juste un concept. Me dire, une société sans mur, une société transparente, où tout le monde pourrait voir ses voisins et tout le monde pourrait être vu tout le temps. Qu'est-ce que ça impliquerait ? Donc au début, c'était des questions. Je me disais, alors, il y a des côtés positifs. Ce que j'ai dit sur les abattoirs, par exemple, les violences, les maltraitances. En fait, sur le papier, quand on y réfléchit 2 minutes, on se dit, après tout... les caméras c'est intrusif, mais la transparence, si on est volontaire, pourquoi pas on peut commencer à y penser en ces termes-là. Et donc j'ai commencé à lister tous les points positifs en me disant oui, il y en a quand même pas mal pour des gens qui auraient très peur. Et je pense qu'il y a certains quartiers aux États-Unis ou au Mexique qui en sont pas très loin.
Donc voilà, il y a un peu tous ces aspects-là, en se disant, bah voilà, après tout, la question des abattoirs serait peut-être moins hypocrite de savoir ce qu'on mange. Effectivement, c'est des animaux morts. Quand vous achetez un animal sous vide, c'est un animal et c'est pas fabriqué artificiellement. Donc il y a un côté absolument pas hypocrite aussi dans cette démarche-là qui m'intéressait. Et puis petit à petit, je me suis dit, bon, en réalité, j'ai pas trop envie de faire l'éloge de la transparence non plus. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de raisons aussi qui me faisaient peur, parce que précisément, il y avait des aspects positifs et des aspects négatifs. Donc j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et puis la deuxième étape, ça a été de me dire, bon d'accord, très bien. Donc il va y avoir cette société de la transparence avec ses points positifs, ses points négatifs, mais comment on en arrive là? Et là, j'ai passé énormément de temps à réfléchir à la raison. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un événement qui se soit produit pour que les gens acceptent, puisque je voulais que ce soit... Je voulais pas qu'il y ait un dictateur, je voulais pas qu'on impose cette transparence, je voulais que ça vienne des citoyens eux-mêmes, pour que ce soit justement ambigu. Je voulais que ce soit... Voilà, que les gens acceptent au bout d'un moment, pour leur sécurité, de renoncer à leur liberté, à leur intimité. Et donc je me suis dit, il faut qu'il se passe un événement suffisamment grave pour qu'on en arrive là, et pour qu'on puisse dire à nos voisins, mais si tu le fais pas, c'est hyper égoïste, voilà, on est en insécurité. Donc voilà, il fallait qu'il y ait vraiment un événement fort. Et cet événement, au début, j'avais réfléchi à un attentat. Bon, mais je me disais, mais un attentat, on en a vécu, on n'a pas basculé dans la transparence, c'est pas suffisamment... voilà, il faut vraiment quelque chose qui remette en cause complètement cette question, la question de la liberté. Et donc, à un moment, j'ai eu l'idée de cette semaine de vengeance, en me disant que ça correspondait à pas mal de faits divers que j'avais entendus. Il y a un an à peu près, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Lola, qui était une affaire terrible, d'une petite fille qui avait été assassinée, qui avait été mise dans une valise, enfin une histoire atroce. Et je me souviens, j'avais allumé ma télévision et qu'il y avait un sondage sur une chaîne que je ne citerai pas, un sondage aux téléspectateurs où le présentateur demandait de manière très sérieuse aux gens qui regardaient l'émission si la femme qui avait tué cet enfant devait avoir droit à un avocat et si elle devait avoir droit à un procès. Et donc je me suis dit, bon, on est quand même en train de remettre en cause, en question, les fondements même de notre justice. Sur une chaîne de grande écoute le soir, quelques jours après, il y avait une histoire, parce qu'en fait, c'est quand même une émission qui fait beaucoup de faits divers, donc qui a en fait aussi une influence politique, c'est-à-dire qu'à force, on se pose beaucoup de questions, on se dit, bah alors on est vraiment dans un pays où on vit dans une grande insécurité, enfin, voilà, c'est quand même des choses qu'on voit aujourd'hui à la télévision. Et quelques jours après, il y avait un autre fait divers d'une enfant qui avait été agressée dans son sommeil par un cambrioleur, ou je ne sais plus exactement l'histoire. Et la famille de cette petite fille avait retrouvé cette personne-là, et il l'avait frappée ou je ne sais plus quoi. Et pareil, nouveau sondage, et cette fois-ci, faut-il se faire justice soi-même ? Peut-on se faire justice nous-mêmes ? Et comme c'était une affaire de pédophilie, etc., bah, les gens avaient répondu majoritairement « Ah bah oui !» Et donc je me suis dit, ok, en fait, il y a quand même ce souci de la justice, c'est-à-dire que pour un crime aujourd'hui qui est très grave, les citoyens, beaucoup de citoyens aujourd'hui sont prêts à remettre en question les fondements même de notre justice, de nos institutions, par pur esprit de vengeance, parce qu'on est dans un temps aujourd'hui qui est un temps où tout doit aller très vite, et donc on comprend plus tellement ce temps de la justice qui est un temps long, un temps d'enquête, un temps d'analyse. En fait, on prend vraiment le temps parce que justement on veut que l'émotion retombe. Et à la télévision, il y a des émissions aujourd'hui qui attisent ces sentiments-là, ces émotions-là. Et donc, je pense que le fait d'avoir vu ça, je me suis dit, mais alors en fait, demain, s'il se passe quelque chose de très grave et qu'il prenait, une partie de la population, l'idée de se venger, mais que la personne en face, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est un type qui a commis un attentat, en fait, on trouverait ça juste. Et donc, qu'est-ce que ça dit d'une société ? Enfin, qu'est-ce que ça dit d'une société ? Pour quel crime on peut se venger nous-mêmes ? En fait, on basculerait dans un chaos pas possible. Et donc, je me suis dit qu'il fallait penser à cette idée-là. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la semaine de vengeance, en me disant que pendant une semaine, si on en venait à se venger de crimes qui, après tout, sont condamnés unanimement par la société, qu'est-ce que ça mettrait en péril ? Et donc voilà, donc c'était ce point de départ-là qui me semblait être un cas philosophique, un cas même moral, qui pouvait déboucher sur cette question des maisons vitrées,
sachant qu'il y avait déjà eu, dans l'histoire, au 19e siècle, par exemple, il y a eu les travaux d'Haussmann, donc on a déjà changé pour des questions de sécurité, on a déjà changé l'urbanisme, ça s'est déjà produit. Et donc, il m'a semblé intéressant d'imaginer ça, en me disant, on arriverait dans des maisons vitrées parce qu'on serait dans un tel climat d'insécurité qu'on n'aurait plus le choix. Et donc, à partir du moment où j'ai eu ce point de départ-là, cette semaine de vengeance, j'ai eu très envie de l'écrire en me disant, ça va être la question de la justice qui sera centrale. Et donc j'ai écrit cette première scène. J'ai eu très vite l'idée de cette enquêtrice. Et puis après, j'ai composé le roman au fur et à mesure, en me posant des questions, en me disant, elle va rentrer chez elle, il faut qu'elle ait une famille. Alors comment ça se passe ? Est-ce qu'elle a un enfant ? Si elle a un enfant, il a quel âge ? Comme j'avais décidé qu'il y aurait une famille qui disparaîtrait dans ces conditions où personne ne peut disparaître, et qu'il y aurait un enfant, elle, j'ai voulu qu'elle ait une adolescente, parce que je voulais un autre regard encore sur la société. Donc en fait, vraiment, c'est un travail de composition, un peu comme en musique, où à certains moments, on se dit, c'est une question de dosage, on a trop mis, par exemple, sur la partie du début, qui est un peu plus théorique, entre guillemets. Après, il fallait rentrer dans l'histoire. Et après, une fois que j'ai écrit ce premier chapitre où on rentre dans l'histoire, c'est comme ça, c'est une sorte de dosage. Donc la structure, elle se fait au fur et à mesure. J'ai aucune idée de la fin quand je commence à écrire. Et donc la fin est venue à peu près après le premier tiers du livre. Mais sinon, c'est vraiment un travail au fur et à mesure de questions que je me pose. Tout à l'heure, on m'a posé la question de la salle de bain, du lit sarcophage. C'est des questions naturelles que vous avez eues en lisant et que je me suis posée aussi. Et donc, ça m'amusait d'y répondre un peu comme ça, par petites touches, sans que ça ait l'air d'un essai, parce qu'il y avait cette contrainte-là aussi. C'est difficile d'écrire un livre avec une idée conceptuelle à l'origine, même si c'est une vision esthétique, de se dire, il faut que ce soit imagé, il faut que ce soit quand même un roman, il ne faut pas qu'on se dise, on est dans un essai, elle va nous expliquer. Là, tout ce que je vous ai dit, c'est le sous-texte. Mais en réalité, à aucun moment dans le livre, je le raconte. Finalement, toutes les choses sur lesquelles j'avais réfléchi, c'est des choses que je n'ai pas pu dire, puisque c'est un roman. Donc, il fallait que tout ait l'air facile, un peu parfois même gratuit, pourquoi pas, cette semaine de vengeance, on peut se dire oui, après tout, elle aurait pu choisir autre chose. Mais en réalité, non, parce que ça répond à des questions qui me semblent hyper importantes aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Mathéo, je suis en classe de seconde à Pont-l'Abbé d'Arnoux. Et aujourd'hui, j'aurais une question un peu plus personnelle à vous poser, qui serait, est-ce qu'à travers le portrait sentimental de votre protagoniste, n'y aurait-il pas une trace d'inspiration par rapport à votre vécu ? Tu veux savoir si je suis célibataire ? Non, en fait, c'est difficile parce que dans chaque roman, il y a une part de soi qui est forcément plus ou moins marquée. Et on en parlait ce midi justement, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans les livres où on parle de soi à la première personne qu'on parle le plus de soi. En réalité, je pense que dans ce livre-là, effectivement, je dis beaucoup de choses de mes préoccupations, je dis beaucoup de choses de mes angoisses. Justement, cette question de la confiance dont je parlais tout à l'heure, comment on fait dans son couple pour avoir confiance ? Ça, c'est une question qu'on peut tous se poser. Et donc forcément, oui, si j'ai choisi ce personnage d'enquêtrice avec ce caractère-là, c'est qu'il y a aussi des points de ressemblance. Elle a des côtés un peu insupportables. J'ai pas voulu en faire un personnage totalement lisse, mais elle est dans une relation avec son mari où justement cette transparence, elle tue tout. Et j'ai eu ce sentiment aussi, effectivement, soit dans mes relations personnelles ou dans les relations autour de moi, c'est que cette idée du secret, du mystère, c'est ce qui aussi attise les sentiments en général. À partir du moment où tout est trop clair, trop visible, que la personne rentre à l'heure fixe, c'est mortifère, quoi. Donc je pense que tout le monde aurait pu, pour le coup, écrire ces pages-là, parce que je pense qu'on le ressent tous. Mais effectivement, ça fait partie aussi des grandes questions que j'ai eues dans ce livre-là. C'est qu'est-ce qu'on fait de la jalousie ? À partir du moment où on est dans une société vitrée, alors oui, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de suspicion, il n'y a plus de questions. Mais alors, qu'est-ce qui reste ? Et si on n'arrive pas à envelopper l'autre d'une part de mystère, s'il ne reste pas une petite part d'inaccessible qu'on va aller chercher encore et encore, l'autre devient une sorte de masque complètement sans relief. Il se passe plus grand-chose et donc ça tue complètement les sentiments. Et c'est effectivement un des aspects du livre qui m'a intéressée. Il n'y a personne là ? Bonjour. Bonjour. Je suis
suis une élève du lycée français de Tananarive de Madagascar et j'avais une question à vous poser. Donc, en lisant votre roman, il y a de nombreuses relations qui m'interpellent, comme la relation d'Hélène et sa fille, ou encore des thèmes comme le deuil et la violence. Donc, ma question serait, lors de l'écriture de votre roman, est-ce que vous avez ajouté des éléments autobiographiques ? Bah voilà, ça rejoint la question d'avant. En fait, c'est un peu ce que je disais, mais forcément, si on choisit un thème, qu'on choisit certains personnages, c'est que ça nous parle. Donc soit, pas forcément parce qu'on les a vécus d'ailleurs, mais parce que c'est des questions qui nous travaillent. Et selon les étapes de notre vie, les différentes étapes de notre vie, on va être travaillé par des questions très différentes. Je pense qu'aujourd'hui, je ne me pose pas les mêmes questions qu'il y a un an. Si aujourd'hui je devais écrire Panorama, j'écrirais pas le même livre. Et c'est ce qui est formidable avec l'écriture, et c'est pour ça que le prochain livre est entre guillemets toujours le meilleur, parce que dans notre tête, on le compose et on se dit ah tiens, j'aimerais qu'il ressemble à ça. Enfin, tant qu'il n'est pas écrit, il est toujours super. Et donc et surtout, c'est un livre qui est à venir, donc dans une version qui est normalement un peu améliorée de nous-mêmes, où on aura réfléchi, on aura fait un travail sur soi. Donc on aura creusé certaines questions, et les questions en fonction des âges de la vie, c'est pas forcément les mêmes. Donc forcément, ce livre-là, Panorama, il correspond à mes inquiétudes, à mes angoisses à un moment donné. C'est, je pense, la partie la plus autobiographique, c'est ça, c'est que au fond, si on lit le livre d'un auteur, encore plus un livre comme celui-ci, on perçoit le degré d'engagement, de préoccupation, d'angoisse, toutes les questions qui obsèdent une personne, et ça, c'est déjà très très intime. Bonjour. Je suis tout en haut. Je m'appelle Agathe, je viens du lycée Guy Chauvet. Ok, bon, je peux me lever. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une journée type pour vous lorsque vous écrivez, par exemple, ce livre-là, comment vous avez déroulé ? Enfin, comment ça s'est déroulé, pardon. Alors, je vais vous décevoir parce que c'est pas des journées passionnantes. Hein. C'est des journées où en fait, je peux pas écrire pendant 12 heures d'affilée, par exemple. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire ça. Moi, j'en suis incapable. Et après, bon, je dis ça, mais chaque livre est différent. C'est-à-dire que la manière dont j'ai écrit mon premier roman est différente de la manière dont j'ai écrit le deuxième et celui-ci. Celui-ci, comme il y avait justement beaucoup de questions de structure, il y avait quand même une complexité, et il fallait que je sois très concentrée pour que ce soit très cohérent. Je travaillais à peu près 4 heures par jour, à fond, en général le matin, ou parfois que l'après-midi, mais je pouvais pas écrire 8 heures d'affilée, donc c'était un des moments où j'étais très concentrée. Après, il y a une chose qui a changé par rapport à mes 2 précédents livres, c'est que sur ce livre-là, j'ai essayé de moins faire ce que je faisais avant, j'ai essayé d'avancer plus. Avant, quand j'écrivais 3 pages, je passais une semaine derrière à les relire, à les retravailler, et à un bout d'un moment, on s'épuise en faisant ça. Donc ça, voilà, ça a changé. Je me force quand même à avancer beaucoup plus, à faire des repasses sur des passages beaucoup plus longs ensuite. Donc en général, la journée type, c'est... j'aime bien écrire en dehors de Paris, donc soit je pars à la campagne, où je trouve un endroit pour écrire, ou alors quand je suis à Paris dans un café. Mais parce que ce livre-là, justement, était tellement connecté à l'époque que j'aimais bien être dans des cafés, j'aimais bien aussi voir des gens. Mais j'ai besoin aussi, par exemple le soir, ce que je disais tout à l'heure, j'ai besoin d'allumer ma télé, j'ai besoin de lire les journaux, j'ai besoin de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pour ce livre-là, j'ai eu besoin à la fois de m'isoler, d'écrire le matin par exemple pendant 4-5 heures, mais aussi d'être très reliée à ce que je voyais de l'époque. Avant d'écrire mon deuxième roman, j'avais déjà réfléchi à un roman qui tournerait beaucoup plus directement autour de la question des réseaux sociaux. Et j'ai écrit 50 pages et je me suis rendu compte que ça allait pas faire un bon livre, donc j'ai arrêté. Mais j'avais déjà ces questions en tête, et donc je pense que depuis ce jour-là, j'avais une attention particulière sur ce qui s'y passait, et notamment, par exemple, les enfants. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps à suivre... alors, il y a eu un livre de Delphine de Vigan qui s'appelle « Nos enfants sont rois » depuis. Mais c'était une période où, un peu comme elle, j'étais très inquiète de voir des parents, notamment des mères influenceuses, des pères influenceurs, exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux. Et je me disais, mais voilà, où se situe le consentement on en parle dans toutes les affaires qu'on entend toute la journée. Mais pour les enfants, il n'y a pas de droit à disposer de son image, etc. Donc ça, c'était des questions que j'avais en tête.
Et pour ça, il faut quand même avoir un regard constant sur ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai vues. Je parle par exemple dans mon livre des vidéos de mug cake. C'est un truc, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que peut-être que ça n'existe même pas, mais je suis tombée sur des vidéos de jeunes coréennes ou japonaises, enfin c'était plutôt des coréennes, qui mangeaient, qui se filmaient en train de manger pendant des heures et qui mangeaient des quantités astronomiques de nourriture. Et c'est des choses, je me disais, mais c'est fou, parce que parfois il y a 70 000 vues, 120 000 vues sur des vidéos comme ça. Et donc forcément, voilà, c'est des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui m'intéressent parce que ça dit quand même des choses de l'époque qu'on traverse. Bonjour, Annelle du lycée Vieljeu. Vous avez écrit à la dernière page de votre roman, je cite, « Nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes ». Pouvez-vous préciser votre pensée à travers cette phrase ? Tu me demandes d'être transparente dans ce que je voulais dire. Non, en fait, nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes. C'est exactement tout le propos du livre depuis le début. C'est que, en fait, même dans cet exercice de la narratrice qui prend la plume pour écrire à la première personne, même dans cet exercice-là, il y a une part d'incompréhension, il y a une part de contradiction, il y a des choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne comprendra jamais. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent toute leur vie à faire des psychanalyses aussi. Mais c'est là où ça devient absurde, en fait. Cette exigence de transparence qu'on a parfois à l'égard de nos hommes politiques, elle est saine dans une certaine mesure, mais jusqu'où ? Dans notre couple, par exemple, effectivement, c'est bien qu'il y ait une dose de transparence, mais jusqu'où ? Et en fait, quand on y pense, même pour nous, est-ce qu'on ne se ment pas tout le temps ? Est-ce qu'on est capable de se regarder dans un miroir et de voir vraiment qui on est ? Parfois, il y a c'est marrant parce que moi j'ai travaillé à la télévision et rien qu'entre l'image que je pouvais voir sur un écran et la manière dont moi je me percevais, j'avais l'impression que c'était pas la même personne. Et donc je pense que cette question aussi à travers la vitre, c'est aussi ça, c'est aussi un écran, une vitre. C'est aussi cette question du décalage par rapport à soi-même. Moi j'ai souvent eu l'impression qu'on était multiples, ce qui est à la fois formidable, mais c'est aussi à chaque fois comme des petits murs de séparation. Et en fait, on se perçoit jamais vraiment tel qu'on est. Et c'est vrai que même si vous prenez en photo, parfois vous avez l'impression que vous êtes hyper belle ce jour-là. Et vous allez voir la photo et vous allez dire waouh. On n'a pas du tout la même perception. On se voit pas en fait. Et donc toute cette tentative de transparence qu'il y a dans le livre, elle est de toute façon vouée à l'échec. Et c'est pour ça que je me dis, sur cette obsession sécuritaire qu'on a d'aller toujours plus loin, de toute façon, il y aura toujours des gens pour contourner, il y aura toujours un moyen de contourner la règle, de l'éviter, de résister. Est-ce qu'il ne faut pas repenser les choses depuis le début, à savoir l'éducation ? C'est pour ça qu'il y a une place aussi importante accordée à l'école dans le livre, parce que finalement, pour moi, tout part de là. Et si on éduque, si on a, comme vous l'avez fait, si on lit, si on se pose des questions, si on comprend que chaque personne est justement pas une personne bloc homogène, mais qu'on est tous multiples, finalement, est-ce qu'on aura vraiment besoin ? En fait, il y aura toujours une part de contingence, il y aura toujours de la violence, il y aura toujours des viols, il y aura toujours des crimes. Mais une société saine, c'est une société qui est capable de les gérer et pas toujours de trouver un moyen pour éviter, en contraignant des libertés par ailleurs, parce que ça, finalement, ça a créé d'autres problèmes. Et donc, cette question de, est-ce qu'on est transparent à soi-même, c'est parce que de toute façon, c'est toujours pareil. On n'est jamais à l'abri de se surprendre en bien ou en mal. On n'est jamais à l'abri, parfois, d'avoir une pulsion qui nous dépasse. On n'est jamais à l'abri de tout ça. Et c'est ce qui fait qu'on est humain. Et si on en vient à trop cadrer tout ça, on en arrive à des situations en fait, qui sont parfois pires. Et c'est ce que j'ai décrit dans le livre, c'est que finalement, ces adolescents qui ont grandi avec cette transparence tout le temps, partout, qui vivent en permanence avec leur image, et l'image qu'ils se font est devenue leur réalité, en fait, ils ne savent plus qui ils sont du tout. Et pour moi, c'est un des gros risques. C'est ce que j'ai écrit à un moment dans le livre, cette question du métaverse, de l'avatar. Le pire, aujourd'hui, c'est de devenir son propre avatar. C'est ce qui se passe même de manière plus matérielle et plus concrète avec la chirurgie esthétique. C'est des filles qui veulent ressembler à leur photo de profil. Elles veulent devenir une image. Et seulement une image. En fait, elles ne savent plus qui elles sont. Et à côté de ça, c'est les mêmes qui vont défendre la tolérance,
le fait que, que tout le monde a le droit à avoir son propre style, tout le monde peut avoir, les gens peuvent avoir des corps différents, etc. En réalité, elle se conforme à une forme d'esthétique qui est très normée. Voilà, il suffit de voir toutes les images qu'on voit toute la journée. C'est les fesses d'une certaine manière, la bouche d'une certaine manière, les cheveux d'une certaine manière. Et donc, c'est des images qui n'existent pas, auxquelles il faut se conformer si on veut entrer dans une forme de jeu social. Et ça, moi, c'est des choses qui m'effraient. Et donc, voilà, il y a un peu tout ça dans cette dernière phrase, mais en fait, il y a tout le livre. Bonjour. Donc, je suis élève de terminale au lycée français de Tananarive. J'avais une question pour vous, parce qu'il nous a semblé dans votre roman avoir vu une dimension politique. Est-ce que vous vouliez dénoncer le populisme au début de votre œuvre ou pas du tout ? Alors ça, c'est une question. Alors, je ne crois pas qu'on écrit pour dénoncer ou. Je pense que dans toute œuvre, il y a une dimension politique, qu'on le veuille ou non. Puis à partir du moment où on s'inscrit justement dans une époque, dans un contexte social. D'ailleurs, c'est ce que fait très bien le cinéma. Là, il y a des films comme Règne animal qui est sorti récemment, même Barbie. Barbie, il y a une vision politique derrière. C'est un film qui parle du féminisme. Il y a une idéologie très forte. Quand vous allez voir Barbie, ça dit des choses d'une société. Et d'ailleurs, le monde de Barbie est un monde totalement vitré et transparent. Donc même dans un film comme ça, qu'on appelle un film de divertissement, il y a de la politique, et la politique est partout. Donc pour moi, c'est pas un gros mot. Ensuite, j'ai pas voulu dénoncer parce que justement, je suis pas une femme politique. Donc ce que je veux, c'est pas dénoncer, c'est jouer, c'est-à-dire mettre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je trouve que dans la transparence, dans le monde transparent, c'est la dimension de jeu qui a disparu. C'est montrer toutes les ambiguïtés, tous les paradoxes, toutes les contradictions, pousser les curseurs de choses qu'on voit aujourd'hui et observer. C'est-à-dire que moi, je suis dans une position où je décris un monde, et après, je prends un peu de recul et je laisse un peu mes personnages se débrouiller avec ça. Je regarde ce que ça donnerait. Et j'ai pas les réponses pour tout. Et c'est pour ça que justement, je fais pas de la politique au sens politicien ou politicienne. Je suis pas dans une démarche de dénonciation ou de combat. C'est juste une position d'observatrice où je vois plein de choses qui m'interrogent, qui m'interpellent. Et j'ai envie, de m'amuser avec ça. J'ai envie que des lecteurs soient complices aussi de ce jeu-là, qu'ils deviennent, qui participent aussi activement à ce monde que j'ai créé, à cette société que j'ai créée, et qui puissent se poser les mêmes questions que moi. Donc c'est plus un effet de loupe. Et oui, c'est comme un microscope que je place sur des phénomènes de société ou sur des questions, et tout ça dans une histoire, parce que je crois vraiment au roman et à l'imagination. Mais voilà, donc c'est pas de la dénonciation au sens militant, sinon en fait ce serait vraiment de la politique au sens strict, et j'ai l'impression que ça marche plus trop. Bonjour, je suis élève au lycée Marc-Gaudry de Loudun. Je voulais vous demander, est-ce qu'à la sortie de votre livre, vous aviez une certaine crainte que la transparence soit pensée sérieusement par les populations et que en fait, cela devienne réel ? Alors c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont dit très sérieusement qu'il y avait des idées pas mal. Alors certes, il y a des choses volontairement où je suis à la limite, mais moi, il y a des choses où je me dis bon, après tout. Mais c'est vrai que sur certaines propositions, par exemple, le fait qu'il y ait 2 médecins dans une consultation gynécologique, par exemple, pour plus de sécurité pour les patientes, ça, on m'a dit sérieusement que c'était pas mal. Donc voilà, j'attends la proposition du député là-dessus. Mais oui, après c'est toujours pareil. Je pense pas que la fiction puisse influencer tellement la réalité. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà en marche, et que ce genre de proposition, sans doute que si on cherche, d'ailleurs, peut-être que ça existe déjà dans certains pays. Voilà, ça, j'en sais rien. Et puis dans des pays comme les États-Unis où on a très peur qu'il se passe justement des choses graves, etc. C'est typiquement un pays où ce genre de proposition pourrait être retenu. Mais c'est pour ça que je parlais de jeu tout à l'heure. Moi, je le fais en me disant, il y a toutes les il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que ce genre de proposition advienne.
Donc voilà, moi je les anticipe en m'amusant justement du débat que ça pourrait provoquer ou de l'ambiguïté que ça peut générer. Mais j'ai déjà eu en fait, et puis c'est ce qui est intéressant dans un texte justement ambigu, c'est qu'il y a des propositions, des choses dans le texte qu'on peut prendre dans un sens ou dans l'autre. À l'arrivée, moi j'aime bien qu'on sache pas ce que je pense vraiment, parce que c'est ma liberté d'autrice et qu'encore une fois je pose des choses et puis je me dis, ça correspond à cette société, la société actuelle, mais juste en poussant un peu les curseurs. Et après, voilà, je suis pas là pour démêler ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je suis pas dans une position morale à 100%. Mais ça donne quand même un panorama, entre guillemets, de ce que ça pourrait donner. Et en vérité, c'est pas très réjouissant. Donc, il y a quand même un point de vue. Mais c'est vrai que sur chaque proposition, en vérité, il y a des choses qui pourraient être retenues demain. Et je ne serais pas très fière, peut-être. Bonjour. Ah non. Bon, on va prendre une question en attendant, comme ça. Je m'appelle Charlotte Baudu, je suis en première SSP au lycée des Grippeaux. Et ma question, c'est avez-vous des projets d'écriture en tête ou en cours ? Alors là, en ce moment, pas trop. J'ai toujours des idées qui me traversent. Enfin, c'est normal. J'ai toute situation incongrue ou des choses que je peux vivre, c'est potentiellement un roman possible. Enfin, voilà, c'est un roman possible. Mais là, j'ai pas d'idée assez nette. Et c'est pour ça que je laisse un peu de temps, parce qu'en général, ce qui est super quand on écrit, c'est qu'on a justement des rencontres comme ça où parfois une question va me donner une idée. Donc une rencontre, donc il faut aussi laisser le temps aussi aux auteurs de vivre et de vivre des choses. Il y a des auteurs qui arrivent à écrire un bouquin par an, voire plus. Voilà, moi personnellement, j'ai besoin de m'imprégner et j'ai besoin de temps en fait déjà pour savoir si une idée que j'ai peut résister aussi. Est-ce que c'est juste un moment où ça m'a excité et puis 3 mois après, l'idée me sera passée au-dessus de la tête, ou est-ce que c'est une vraie idée avec un vrai désir derrière, avec une vraie passion, un engagement ? Parce qu'il faut quand même pouvoir vivre avec un livre pendant des années, en fait. C'est, au moment où j'ai eu l'idée de Panorama, c'était il y a 2 ans maintenant. Et donc, il y a eu 1 an quasiment de réflexion avant de commencer à écrire. Et ensuite, il y a eu quasiment 1 an d'écriture. Et après cette année d'écriture, il y a eu la rentrée littéraire là, il y a des rencontres. 2024, il va y en avoir encore d'autres rencontres. Donc voilà, tout ça, c'est du temps long. Et si on veut que ce soit agréable, et si on veut surtout pouvoir se lever tous les matins pour écrire, il faut que l'idée de départ, elle nous passionne. Moi, je suis incapable. En fait, c'est fou, mais à votre âge, j'étais pas capable d'écrire j'étais pas capable d'écrire plus de 10 pages, quoi. Si j'avais un devoir à rendre, une dissertation, je pouvais. Après, j'ai fait une prépa littéraire. En prépa, la règle c'est de rendre 12-14 pages. Je le faisais, mais si on me demandait d'écrire plus, j'en étais absolument pas capable. Donc je sais pas je sais pas écrire pour écrire. Il faut vraiment que je sois stimulée par un sujet. Quand j'ai fait une école de journalisme et qu'on m'a demandé d'écrire un mémoire de 50 pages, les 50 pages, j'ai jamais pu les écrire. Donc, et paradoxalement, je peux écrire un livre de 250 pages aujourd'hui. Mais parce que c'est pas du tout la même chose, c'est juste un moment, quelque chose qui me pousse, qui me passionne, et je me réveille le matin en me disant « Ah, c'est super, j'ai envie d'écrire cette scène-là ». Et donc voilà, c'est ce qui fait que ce désir-là, on l'a pas tous les jours. Et j'attends de retrouver vraiment pour écrire un autre livre. Donc il y a plein de choses qui me traversent, il y a plein de choses que j'ai envie d'écrire, mais pour l'instant, je sens que c'est pas assez prononcé pour que je me lance. C'est bon ? Oui. Bonjour, je m'appelle Pierre Dessens. Je viens du lycée Jean Cassaigne à Saint-Pierre-du-Mont. Et j'aimerais savoir si vous avez écrit des livres que vous n'avez pas publiés. Non. J'ai écrit un début de livre, ce que je disais tout à l'heure. J'ai écrit 50 pages à peu près, mais je savais en fait, justement parce qu'au bout d'un moment, je m'essoufflais et je me disais je sais pas où je vais. C'est quand même un bon signe, ou un mauvais signe plutôt, quand au bout d'un certain nombre de pages,
on a du mal à avancer. En général, c'est que le point de départ n'était pas assez complexe ou qu'il ne posait pas assez de questions, même métaphysiques ou qui nous travaillent pour aller plus loin. Et si c'est trop superficiel, on s'épuise assez vite. Et là, c'était le cas. Je pense que j'étais partie sur une idée qui était une idée. Mais j'avais pas saisi ce qu'il y avait derrière de manière assez forte, et donc au bout de 50 pages, j'ai laissé tomber. Mais ça aurait pu être un livre entier que dans ce cas-là, je n'aurais pas publié. Bonjour, je m'appelle Laura Bouvet-Roland du lycée Duplessis-Mornay à Saumur, et j'aurais une question pour votre éditeur. Ah, enfin. Je voulais savoir quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez trouvé que Panorama méritait d'être édité. Ah, écoutez... Les menaces. Oui, parce que sinon, elle allait partir. Non, le désir l'envie de publier Lilia Hassen remonte à son premier roman, L'œil du Pan. Et ensuite, elle a écrit Soleil amer, son deuxième roman. Et à chaque fois, Lilia... ce qui est assez extraordinaire avec Lilia, c'est qu'elle a un pouvoir d'imagination, un pouvoir de se projeter dans des mondes différents qui fait qu'on a envie de la suivre. Dans L'œil du Pan, c'était l'histoire d'une famille dans un quartier de Paris, voilà, à qui il arrivait des choses un peu bizarres, un peu inquiétantes. Dans Soleil amer, c'est cette histoire de jumeaux qui sont séparés. Il y en a un qui vit dans la cité et l'autre qui est dans un pavillon plus confortable. Et puis là, dans celui-ci, elle m'a complètement surpris parce qu'elle se projette dans un futur proche qui ressemble beaucoup au présent. Et même, je dirais que quand elle m'a parlé du projet de roman, j'ai eu envie de le publier juste sur la manière dont elle en parlait. Vous voyez, c'est aussi comme ça qu'on fonctionne, je pense, avec un romancier, avec un écrivain. C'est qu'on a envie de le suivre livre après livre, et de l'accompagner dans son œuvre, et de l'accompagner dans sa manière de voir le monde et de le réinventer pour proposer des histoires. Ce qui est vrai, c'est qu'on en a beaucoup parlé. En fait, moi, je pense que j'avais aussi besoin... C'est bizarre parce que quand on écrit, on devrait pouvoir être seul, mais moi j'avais besoin d'en parler de ce projet parce que chaque fois que j'en parlais, j'avais des questions qui me venaient en parlant. Et donc je voyais un peu tous les aspects aussi que j'allais devoir creuser en écrivant. En fait, c'était un bon exercice, le fait de devoir le verbaliser, de le clarifier. Quand on sent qu'on n'est pas clair dans l'expression orale, souvent c'est qu'on n'a pas assez travaillé, qu'on n'a pas assez réfléchi. Et donc, je sais que on en avait parlé assez tôt aussi, parce que j'avais ce besoin d'être un peu aussi challengée sur un projet comme ça, entre guillemets, qu'on puisse me poser des questions, parfois même j'avais vraiment des idées qui me venaient dans la discussion. Et c'est très important. Pour moi, c'est un travail préparatoire aussi parfois. Je parle aussi beaucoup à ma mère, mais de pouvoir poser les choses et de voir ce que la conversation va faire naître. Et ça, c'est aussi une bonne manière, à mon sens, c'est une bonne manière d'écrire. C'est qu'on a l'impression que c'est toujours une activité très solitaire, l'écriture. En réalité... Après, on n'est pas toujours obligé de parler de son projet. Ça peut être une conversation avec soi-même. Je parle beaucoup toute seule aussi quand j'écris. Mais c'est des conversations qui sont indispensables. Et parfois, c'est juste même le matin au réveil d'y penser, de se dire, bon, voilà, je vois les choses comme ça. Et puis, en fait, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Et de tourner les choses dans sa tête 90 000 fois. Et donc, c'est là où, que ce soit la famille, les amis, un éditeur, ça peut être très utile pour consolider un projet. On a encore une question de Tananarive. Vous pouvez y aller pour la question. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Grégoire Ramonzavel. Je suis au lycée français Tananarive. Et avant de commencer, je voudrais déjà vous féliciter pour votre victoire au prix Renaudot. Et j'ai vu que vous avez liké notre post sur l'enragé. Et ma question c'est est-ce que vous avez lu d'autres livres du prix Renaudot? Et si oui, lesquels vous avez le plus apprécié?
Alors, j'en ai pas lu beaucoup, parce que, alors déjà, c'est la rentrée littéraire, donc c'est un peu particulier. C'est que c'est un moment où on se croise tous les uns les autres avec des questions du genre, bon, bah, qu'est-ce que tu as pensé de mon livre? Certains auteurs posent la question. Et donc, quand c'est comme ça, il vaut mieux pas les avoir lus tout de suite. Donc, il y a des livres que je suis en train de lire. Il y a des livres que j'ai lus. Alors, j'ai lu Les conditions idéales de Mokhtar Hamoudi, que j'ai trouvé très intéressant pour plein de raisons. Et en plus sur une thématique qui me parlait aussi, donc j'étais très très curieuse de lire, et je pense que c'est un des premiers livres que j'ai lu dans la sélection. J'avais commencé Ce que je sais de toi de Éric Chacour, alors là pour le coup je l'ai pas assez lu pour pouvoir en parler, mais on m'a quand même dit que c'était un des plus beaux livres de la rentrée, donc voilà, je vais clairement le lire. Et vu le succès de L'Enragé, j'étais persuadée que c'était ce livre qui l'emporterait. Donc c'est pour ça que le jour de l'annonce, j'ai été très étonnée. Voilà, maintenant je vais avoir un peu plus de temps pour lire d'autres livres de la rentrée littéraire. Enfin, j'en ai lu pas mal quand même, mais voilà, j'avais lu le livre de Maria Pourchet, j'ai lu d'autres livres qui étaient dans plein d'autres sélections. Mais c'est vrai que ces périodes de rentrée, il y a des moments où on a aussi envie de lire, par exemple, de relire des classiques, parce qu'on veut s'extraire aussi de l'actualité, des prix. Et puis parfois, on a envie, par exemple, j'avais lu le prix Goncourt Veiller sur elle, je l'avais lu très très tôt. Je l'ai lu, je pense, je l'ai lu pendant l'été, en juillet ou en août, on en avait parlé, je l'avais lu très très tôt. J'avais eu pas mal d'échos de libraires, donc j'étais très curieuse. Donc c'est vrai que les libraires sont aussi des bons passeurs aussi pour savoir quoi lire. Donc voilà, on ne peut pas tout lire. Il y a 400 livres qui sortent chaque année, mais c'est intéressant de voir ce que font aussi, les autres écrivains qui sortent en même temps que nous. Et c'est aussi bien de savoir aussi à d'autres moments, pas lire que des romans contemporains non plus, pour faire un peu une mise à jour. Et là, je suis dans une période où j'ai à la fois envie de lire du contemporain, mais par exemple, je sais que je vais lire le livre d'Éric Chacour parce que je suis très curieuse. En même temps, je suis en train de relire. J'ai lu Camus, L'homme révolté. Enfin voilà, j'ai besoin aussi de lire aussi des classiques parce que c'est des moments où on se rappelle que, en fait, on peut toujours aller plus loin quand on écrit et qu'il y a quand même des grands maîtres. Et c'est un très bon exercice d'humilité aussi. Bonjour, je m'appelle Elsa, je suis en seconde au lycée Guy Chauvet de Loudun. Et en fait, j'avais une question. Est-ce que ça vous est venu comme ça d'un coup de devenir autrice, ou alors genre vous avez mis du temps à comprendre que vous vouliez faire ça? Et en fait, aussi, est-ce que c'est compliqué en fait d'écrire, genre voilà. Alors, à la question, est-ce que c'est compliqué d'écrire? Oui. Je pense que si c'était facile, j'aurais écrit 12 livres déjà. Mais non, je pense que vraiment, c'est une des choses les plus difficiles. Et en même temps, c'est difficile et ça l'est pas parce que finalement, moi, c'est un peu la vie que j'ai voulu avoir et que j'ai envie d'avoir. Et je sais que les moments où je suis dans un livre, c'est quand même des moments où je me sens particulièrement bien. Et c'est pas toujours facile parce qu'il y a des jours où on a l'impression que c'est nul. Par exemple, là, sur ce livre-là, il y a eu des moments, et je pense par exemple au mois de novembre-décembre l'année dernière, où je me disais, mais attends, tu t'es lancé dans un truc, c'est une dystopie, mélangée à un polar, mais c'est pas vraiment une dystopie, c'est pas vraiment un polar. Et il y a cette histoire de vitre transparente, et qu'est-ce que tu fais en fait? Peut-être que c'est, je me suis vraiment dit, peut-être que c'est mon délire à moi, et que ça m'intéresse moi, mais ça n'intéressera personne. Et il y a un moment où on est seul pendant longtemps quand même dans le processus d'écriture. Alors autant on en parle au début sur le concept et voilà, mais après il faut quand même que ça ressemble à quelque chose, que ce soit cohérent. Et au bout de 3-4 mois d'écriture, souvent on relit et en fait on a tellement parfois relu certains passages qu'on n'arrive plus à savoir si c'est bien ou pas. Et moi j'ai eu ce problème-là en novembre-décembre l'année dernière où je me disais au bout d'un certain temps en fait, j'arrivais plus à savoir. J'y voyais plus très clair. Et c'est vrai que c'est difficile parce que
parce que c'est quand même une entreprise assez solitaire, et au bout d'un certain temps, on a passé des heures et des heures et des heures sur un texte, on se dit, mais si ça se trouve, ce texte, moi j'ai arrêté mon travail de journaliste pour pouvoir l'écrire, je passais des journées entières à l'écrire, voilà, même si c'est 4-5 heures par jour, le reste du temps j'y pense. Donc en fait, c'était toute ma vie pendant des mois. Et en fait, on se dit, ben, possiblement, c'est un texte que mon éditeur n'aimera pas. Donc il me dira peut-être, bah non, on ne le publie pas. Auquel cas, j'aurais passé 9 mois, entre guillemets, pour rien. Même si on n'écrit jamais pour rien, parce qu'on travaille en écrivant. Mais bon, concrètement, peut-être pour rien. Donc ça, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de métiers, entre guillemets, où on peut travailler 9 mois et on n'est pas payé, et puis le travail n'aboutit pas, quoi. C'est quand même, faut être sacrément passionné quand même pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est difficile parce qu'il y a des moments de doute, il y a des moments où on pense que c'est pas bien, il y a des jours où on relit un paragraphe et le paragraphe, on sait qu'il est pas bon, et on se dit, ouais, j'ai passé 3 jours dessus, on va recommencer. Et il n'y a personne en plus pour nous dire vraiment concrètement quoi faire. Donc ça, oui, ça c'est difficile. Mais à côté de ça, voilà, quand je vois des jours comme aujourd'hui, ça justifie totalement toutes ces heures, parce qu'il n'y a aussi pas beaucoup de métiers où on peut se retrouver face à des lecteurs de 16, 15, 16, 17 ans qui auront eu nos mots entre les mains, qui auront réfléchi avec nous, qu'on pourra rencontrer. Et ça, c'est quand même, c'est quand même extraordinaire. Et puis ça dure pour toujours, parce qu'un livre, ça ne meurt pas. Donc c'est à la fois très dur. Il y a vraiment des jours de découragement, on ne sait pas ce qu'on fait, mais en même temps c'est vraiment c'est tellement passionnant, et c'est un petit billet qu'on achète pour une forme d'immortalité aussi. Je pense que tous les écrivains sont des gens très angoissés par la mort, et il y a quelque chose dans l'écriture et dans le processus romanesque qui résiste complètement à tout ça. Et donc, pour moi, qui a un peu ces angoisses-là, par ailleurs, je me dis, mais c'est fou, parce qu'en fait, même quand je serai plus là, il y aura encore ce dialogue possible, il y aura encore cette conversation avec peut-être d'autres adolescents comme vous. Et ça, ce sera bien après 2049, j'espère. Ah oui, et j'ai pas répondu à la première partie de la question. Oui, j'ai toujours eu envie d'écrire, mais voilà, encore une fois, à 15-16 ans, on nous explique que c'est pas un métier et que c'est compliqué d'être édité, c'est compliqué d'être publié. Donc, je suis passée par le journalisme, qui est une bonne manière d'être payée pour écrire. Et donc voilà, c'était. Et puis dès que j'ai eu une idée en tête et que j'ai commencé à la creuser, c'est devenu mon premier roman. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse tout ce qui est possible pour pouvoir avoir un maximum de temps pour écrire. Voilà. Après, je trouve que c'est bien de faire d'autres choses à côté parce que ça nourrit, mais d'avoir un maximum de temps, c'est important. Waouh, il y a plein de questions. Oui, et j'en ai une de Saint-Pierre-du-Mont aussi, de Nevenoé, qui demande pourquoi avoir choisi une enquête policière. Alors, ça, la réponse elle est très facile, c'est que pour avoir tous les aspects de la société, il n'y a rien de mieux qu'une enquête policière, puisqu'une enquête policière, ça permet à une enquêtrice d'explorer, par définition, toutes les couches de la société, d'aller à la fois chez les puissants, d'aller chez les gens plus pauvres, d'aller chez... Voilà. Et donc, cette enquête policière, c'était un peu un prétexte, je l'avoue, pour pouvoir, justement, parler de tout. Puisque par définition, dans une enquête de police, on pense à tout, on voit tout le monde, on bouge beaucoup. Et puis c'était aussi une manière pour que mon personnage principal évolue, parce qu'au début, elle est dans la transparence, et à travers cette enquête, elle va voir ce qu'il y a derrière, justement, toutes ces apparences. Elle va comprendre que ce monde de transparence, c'est un monde impossible. Et donc pour moi, c'était la seule possibilité pour que ce ne ressemble pas à une sorte de listing de ce que pourrait être une société transparente, et qu'on soit vraiment dans une histoire agréable à lire, et qu'on suive un personnage qui va nous montrer tous les aspects de cette nouvelle vie, avec une forme de légèreté, puis peut-être même de candeur. Il y a un côté un peu candide que j'aime bien, parce que voilà, je voulais que tout ce monde-là ait l'air de rien, qu'on se dise ah bon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est peut-être gratuit, etc. En vérité, j'avais pensé à plein de choses, mais je voulais que ça ait cet aspect un peu léger, peut-être même parfois un peu désuet. Bonjour, je m'appelle Thaïs, je suis en première ST2S au lycée Guy Chauvet. Je voulais vous demander quel était votre personnage préféré et pourquoi. Je ne vais pas être très originale, hein, mais
Alors, non, quoique j'ai 2 personnages préférés. J'aime bien Nico, quand même. C'est vraiment un personnage au début, justement, qui a été un peu le pendant de l'enquêtrice. C'était un peu avec elle. Et je pense que ce binôme-là, il fonctionne quand même pas mal. Donc j'aime bien le personnage de Nico qui apporte un peu de légèreté au livre, qui est quand même un peu dur parfois. Donc voilà, il y a lui et puis la narratrice forcément, parce que pour le coup, oui, j'ai mis beaucoup de mes colères, je crois. Rebonjour, c'est encore Marion. Rebonjour. Ma question c'était, est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de la page blanche? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous surmontiez cette étape? Oui, son syndrome, il est très dur à vivre. Je l'ai eu, oui, bien sûr, plusieurs fois. Et là, par exemple, en ce moment, j'écris pas. On peut considérer que c'est un long syndrome de la page blanche, hein, mais on passe quand même plus de temps à pas écrire qu'à écrire, en fait. Il y a des moments où je vais me mettre dans mon bureau pendant 4 heures, et en 4 heures, je vais écrire 2 lignes. Et c'est en fait, pour plein de gens, ce serait une journée de perdu. En réalité, c'est des moments où on a essayé des choses quand même. On a réfléchi, on a commencé, ça n'a pas marché. C'est des jours où c'est désespérant, et en même temps, c'est ces jours-là qui permettent que le 2e, le 3e, le 4e jour, il va se passer quelque chose. Donc, c'est juste d'accepter qu'on n'est pas, justement, on n'est pas des machines à produire. L'imagination, ça vient pas comme ça non plus. Il faut se nourrir. Et parfois, quand on n'y arrive pas, maintenant, j'ai appris à me dire, ok, aujourd'hui, j'y arriverai pas. Je vais faire autre chose. Et parfois, juste le fait de faire autre chose, d'aller lire, par exemple, de prendre un livre, je parlais des classiques tout à l'heure, mais le fait de se plonger parfois dans un livre classique ou dans un recueil de poèmes, ça permet juste de refaire un peu des mises à jour, de se dire, bon, voilà, ok, en fait, j'écris parce que aussi j'aime lire, et que ce plaisir-là, en fait, il est quand même là, il est toujours là. Et ça aide à retrouver un peu d'énergie aussi pour trouver de nouvelles idées. Ou parfois, il suffit de discuter aussi, ce que je disais tout à l'heure, de se dire, bon là, je suis bloquée, pourquoi ? Je vais accepter de parler un peu de mon idée, parce que je vais essayer de me rappeler pourquoi j'écris ce livre. Et à ce moment-là, c'est marrant, mais le fait de faire, en fait, de sortir un peu de soi et de cette angoisse de la page blanche, ça permet en général de trouver des solutions. Bonjour, je m'appelle Enola et je viens du lycée La Salle Saint-Louis à Pont-l'Abbé-d'Arnoux. Et ma question est, quel était votre but précis en publiant ce roman ? Est-ce que c'était pour faire comprendre quelque chose en particulier aux personnes de notre société ? Alors, je crois que j'ai déjà pas mal répondu, mais je pense qu'il n'y avait pas de... Je pense pas qu'il y avait un but. Je pense que c'était plutôt justement moi qui voulais savoir pourquoi. En fait, il y a une phrase de Marguerite Duras que j'aime beaucoup. C'est dans un livre qui s'appelle « Écrire », où elle dit « Écrire, c'est savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. C'est chercher à savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. » Et en fait, j'ai l'impression que j'ai pas écrit dans un but précis. En fait, c'est cette question de la transparence qui m'est venue et qui est devenue complètement obsessionnelle pendant presque 1 an, qui a fait que j'ai commencé à écrire ce livre. À un moment, je me suis simplement dit aussi, mais pourquoi cette idée t'obsède autant ? Et en fait, c'est en écrivant le livre que tu vas comprendre. Alors, il se trouve qu'en écrivant un livre, on se pose encore plus de questions et en général, on ne trouve pas forcément la réponse. Mais il y a quand même cette fonction de l'écrivain un peu enquêteur aussi. C'est-à-dire que mon personnage principal, c'est une enquêtrice. Mais moi aussi, en fait, quand j'écris, j'enquête. Je me dis, mais pourquoi ça ? Pourquoi ce sujet-là ? Pourquoi cette obsession-là ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée de la transparence qui t'embête autant, qu'est-ce que ça remue chez toi aussi ? Parce qu'en réalité, c'est aussi un peu psychanalytique. Hein, c'est que si cette idée-là de la transparence m'a autant habité, c'est qu'il y a forcément quelque chose chez moi qui résonne. Alors oui, il y a certes ce que je voyais autour de moi, etc. Mais pourquoi ça me touche autant ? Et donc ça, c'est les questions qui, après, quand on creuse, quand on écrit, qui viennent et qui font que nos personnages, soudain, il va y avoir une dimension un peu plus sensible sur certains passages parce qu'on va y mettre un peu plus de soi aussi. Et donc voilà, il n'y avait pas de but précis, si ce n'est cette recherche de comprendre pourquoi cette idée est devenue une idée fixe comme ça pendant des mois. Et aujourd'hui, je n'ai pas forcément toutes les réponses. Je pense que j'en ai trouvé en écrivant. Là, ces questions aussi que vous me posez et les rencontres permettent aussi de se questionner et souvent d'y réfléchir aussi après.
Et donc voilà, c'est aussi pour ça que j'aime bien rencontrer, des gens et surtout des lycéens, parce que je trouve que dans vos questions, vous venez perturber un peu aussi les questions habituelles, le fonctionnement habituel des interviews, etc. Et donc en général, ça me permet de me poser des vraies questions aussi. Bonjour. Alors, Bonjour. je suis élève de seconde au lycée Villedieu et j'aimerais savoir quels sont vos livres préférés dans votre bibliothèque et lesquels vous nous conseillerez. Alors, je vais reparler de Stefan Zweig, puisque je parlais tout à l'heure des conseils sans avoir creusé. Et alors, chez Stefan Zweig, La pitié dangereuse. Je vous conseille ce livre-là. Alors, il est plus épais que les autres. Je parlais des nouvelles tout à l'heure. Dans les nouvelles, il y a Amok qui est formidable, parce que pareil, il vous accroche tout de suite et en très peu de pages, il y a tout un monde qui est décrit. Et La pitié dangereuse, pourquoi j'aime bien, je vais faire un peu un lien avec Panorama, c'est-à-dire que j'aime bien cette idée, c'est-à-dire que le sentiment de pitié, on peut se dire que c'est un sentiment positif. On se dit, bon, voilà, avoir pitié de quelqu'un, c'est qu'on a du cœur. Et Stefan Zweig, il part de ce sentiment positif, un peu comme moi, je suis partie de la transparence et de cette idée de la bienveillance, quelque chose de très, par définition, c'est des notions positives. Et lui, il l'a retourné, c'est-à-dire la pitié dangereuse, c'est un oxymore. C'est la pitié qui est ce sentiment positif. Pourquoi cette pitié devient dangereuse? Et en fait, dès le titre, et là c'est là où il est fort, c'est que la pitié dangereuse, tout de suite on se dit, ok, dès le titre, il pose comme une problématique, c'est déjà un problème. Et très vite, alors, je résume l'histoire en très, très peu de pages, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est la fille d'un général important et un lieutenant qui veut se faire bien voir. Il va à un cocktail, je résume de manière très schématique, à un cocktail organisé par cet homme très important qui a cette fille qui est très belle. Et arrivé au cocktail, il pensant bien faire, il l'invite à danser. Le problème, c'est qu'elle est handicapée et il l'a pas vue. Et donc, elle ne peut pas se lever. Et c'est une humiliation pour elle. Elle rougit, elle vit très mal cette situation. Et donc, lui rentre chez lui en se disant, voilà, j'ai fait une gaffe. Et c'est écrit comme ça dans le texte de Zweig, c'est vu comme une gaffe. Il rentre chez lui et dit, j'ai fait une gaffe. Et donc, il va passer les semaines du livre, les jours qui parcourent le livre, il va passer tout ce temps à essayer de réparer cette gaffe. Il va lui envoyer des fleurs, il va aller la voir, il va lui rendre visite. Et ce sentiment de pitié qui l'anime devient un peu dangereux parce qu'elle va tomber amoureuse de lui. Et lui, il se retrouve pris avec le père de cette jeune fille qui a une position importante, qui l'aime beaucoup. Et donc, il se retrouve pris au piège, en fait, par cette histoire dans laquelle il s'est mis tout seul, en voulant réparer la première gaffe qu'il avait commise, savoir inviter à danser cette jeune femme handicapée. Et au fur et à mesure, il va s'enfoncer comme ça dans son sentiment de pitié, à accepter des choses alors qu'il devrait juste lui dire la vérité et qu'il n'y arrive pas. Et donc c'est un engrenage qui est magnifiquement écrit. Donc je vous conseille ce livre parce que j'aime bien justement ces réflexions autour de notions qu'on pourrait penser de manière un peu naïve, très positive, et qui en fait peuvent se retourner. Et Zweig, pour ça, c'est un grand maître. Bonjour, je m'appelle Flora Carlier, je suis en première HLP à... C'est Grégoire, cette fois-ci, je ne vais pas vous poser une question, c'est ma camarade Miruna qui va vous parler. Donc, je la laisse parler. Donc, bonjour. Moi, je suis rentrée dans ce prix Renaudot avec votre livre et il m'a ouvert les portes du prix et je vous en remercie. Et nous avions une question, c'était est-ce que vous avez des passages que vous avez abandonnés, des idées qui n'ont pas abouti, et est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, je pense à un passage en particulier que j'avais écrit, et qui était un passage où, très, très, très sincèrement, je faisais un peu mon intéressante. J'avais fait tout un truc sur le bonheur, un peu philosophique. J'avais écrit une page entière là-dessus, et en relisant le manuscrit, j'avais écrit même pas la moitié du manuscrit. Je savais que... en fait, je savais que ce passage, je l'avais écrit pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que je pense que c'était un moment où je me disais, bon, effectivement, tu as plein de références dans ton texte, tu les mets jamais. Bon, bah là, là tu vas montrer que t'as bossé, quoi. Et c'était un peu ridicule. Donc ce passage-là, je l'ai enlevé. Et je pense que c'était très bien. Et j'ai l'impression que tout ce qui ressemble un peu à
un essai ou à une sorte de démonstration un peu de force dans un roman, ça n'a pas forcément sa place. C'est aussi écrire, c'est aussi accepter de jeter, c'est accepter d'enlever, c'est se dire parfois, je citais Zweig tout à l'heure, Zweig, il n'y a pas un mot en trop, et lui-même, d'ailleurs il critiquait un peu Proust, mais voilà, pour lui, un roman, ça doit être dense. Et cet idéal de densité, c'est quelque chose que je trouve très fort. Et donc, dès que j'ai voulu un peu étaler, ça, c'est des passages que j'ai enlevés. Et c'est mieux. Bonjour, je m'appelle Flora Carlier, je suis en première HLP au lycée François Rabelais à Chinon. Bonjour. Et j'avais une question qui rejoint un peu une question précédente, mais en fait, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, peut-être votre inspiration, etc. Voilà. Alors, ce qui m'a poussé à écrire, je vais faire une réponse un peu bateau, mais je pense que c'est la plus sincère, c'est le fait de lire. Quand je parle de la pitié dangereuse, par exemple, je me dis, mais comment il arrive à faire ça? Comment il arrive à procurer autant d'émotions? Comment il a pensé à tout ça? Et moi, je trouve ça toujours un peu magique. Et à chaque fois même que je termine un livre, même un des miens, je me demande toujours, je me dis, mais bon, c'est moi qui ai fait ça. Voilà, encore une fois, je ne pensais pas être capable d'écrire plus de 50 pages. Donc, à chaque fois, c'est un peu miraculeux. Et je pense que le fait d'aimer lire, d'avoir ressenti énormément d'émotions à la lecture de certains grands textes, on se dit, mais alors, il y a quand même quelque chose dans l'esprit humain, parfois à les démêler, à les chercher. Et c'est passionnant, en fait. Quand on aime écrire, c'est qu'on aime à la fois la psychologie, c'est qu'on aime observer. Moi, je trouve que c'est un travail complet qui amplifie, qui augmente la vie. Et on a tous notre vie qui commence et qui se termine. Et quand on écrit, on ouvre plein de fenêtres sur plein d'autres vies. On invente des personnages qui vont avoir leur propre vie. Et en fait, c'est comme si on avait la possibilité à un moment on est une sorte de petit dieu de son univers qu'on a créé. Et ça amplifie tout. Parce que soudain, le temps se dilate. Le personnage qu'on a créé, il prend forme. Il n'existait pas, il est né. Il va exister dans l'esprit des lecteurs. Et ça, c'est une chose, quand on l'a ressenti en tant que lecteur, on a envie de savoir comment ça marche, quoi. Moi, j'avais envie, même d'un point de vue presque très concret, même, de me dire, mais comment ils font? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours aimé les cours de français. C'est que ce qu'on appelle le commentaire de texte, ou même ce qu'on fait en dissertation, en réalité, parfois, on le prend de manière très scolaire. Mais c'est vraiment, pour moi, une dissertation, c'était une déclaration d'amour à la littérature, quoi. C'était de me dire, ah oui, mais alors qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans ce sujet, dans cette question? Pourquoi cette question, elle mérite d'être posée? Quels exemples je peux convoquer pour la démêler? Les commentaires de texte, c'était un exercice pratique de me dire, mais alors, wow, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Alors c'est sûr que moi, quand j'écris, je me dis pas, je vais mettre un champ lexical de la couleur, je sais pas quoi. Enfin, je fais pas, on le fait pas, mais en fait on le fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envie de rendre compte en tant qu'auteur d'un sentiment, par exemple, forcément on va aller vers un certain champ lexical, mais on le fait naturellement. Et je trouvais très intéressant de passer par cette étape-là, même en tant qu'étudiante ou en tant que lycéenne, de décortiquer un texte et de me dire, voilà, mais comment il a fait concrètement, pourquoi à la fin de ce texte qui fait 20 lignes, je suis touchée. Quel procédé il a utilisé. Et en fait, en faisant ça, je me suis dit, mais en fait, c'est quelque chose que j'aimerais essayer de faire aussi. Donc il y a aussi ce côté presque artisanal en fait dans l'écriture. C'est magique parce qu'il y a aussi du travail, quoi. Alors j'ai une question de Saint-Pierre-du-Mont. Sur quel support écrivez-vous? Alors moi, j'écris beaucoup à l'ordinateur, mais pas que. J'écris un peu. En fait, j'ai beaucoup de carnets chez moi. Donc à certains moments, je vais écrire dans des carnets. Mais j'écris beaucoup à l'ordinateur pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que comme j'efface beaucoup, je corrige beaucoup, l'ordinateur permet quand même d'aller un peu plus vite et voilà, de ne pas perdre. En plus, je peux être très bordélique, donc parfois je peux perdre des papiers ou des carnets. Donc là, au moins, je sais que c'est là. Maintenant, je suis persuadée que, parce qu'il y a des passages, et je me souviens que même dans Soleil amer, des passages que j'ai écrits à la main,
et notamment un passage sur l'urbanisme, sur les immeubles haussmanniens, etc., qui est un des passages qu'on me rappelle souvent. Ça, c'est un passage que j'ai écrit à la main, et je suis persuadée que dans justement cette espèce d'application qu'on a parfois à se dire « je vais écrire à la main », donc, je vais réfléchir un petit peu quand même à ce que je vais écrire, parce que je ne vais pas recommencer 25 fois. Finalement, il y a une forme de précaution qui peut être très intéressante aussi. Alors, on ne peut pas le faire à chaque fois, parce que c'est vraiment des moments qui prennent énormément de temps. Et puis, il y a quelque chose, vraiment, autant quand on supprime à l'ordinateur, qu'on copie, colle, etc., on n'est pas totalement désespéré, mais les jours où on a énormément travaillé, le fait d'être dans une écriture manuscrite, ça peut être très décourageant aussi. Donc, moi, je fais un peu les deux. Mais c'est vrai que dans le rapport à la main et à l'écriture, il y a quand même, je crois, des bonnes choses qui sortent. Et souvent, quand même plus intéressantes qu'à l'ordinateur. Bonjour, je m'appelle Sophia, je suis en seconde au lycée Renoir de Limoges. Vous avez écrit les pensées d'Hélène dans votre roman et je me demandais si vous écriviez ces pensées comme si vous incarniez Hélène, comme si vous étiez Hélène, ou au contraire, est-ce que vous les écriviez en prenant du recul? Alors, est-ce que j'ai pris du recul? Je ne sais pas. Non, je pense que j'étais vraiment... En fait, à chaque fois qu'on écrit pour un personnage, et qui plus est à la première personne, il faut qu'on rentre dans sa tête. Donc, je trouve que prendre du recul sur un personnage, c'est bizarre. C'est comme si on se positionnait vraiment en surplomb ou avec une distance, mais qui est... Si on a trop de distance, en fait, le lecteur, il n'y croira pas. À un moment, il faut être ce personnage-là, mais un peu comme un acteur. Hein. À un moment, voilà, je sais comment elle pense comme ça, elle ferait comme ça. Et parfois, je suis pas forcément d'accord avec la manière dont elle fait les choses, mais je me dis, c'est cohérent avec son caractère. Et de la même manière, quand j'écris le personnage de Tessa, qui est un personnage que j'aime pas beaucoup, je sais qu'elle fait des choses qui me déplaisent, mais je dois être en adéquation avec sa manière de penser. Et donc à chaque fois, chaque personnage, c'est comme si j'avais un petit théâtre de marionnettes et je me dis, lui, c'est ce caractère-là, l'histoire commence avec lui qui est dans cette position-là, il faut qu'il évolue au fur et à mesure de l'histoire. Donc, quelles sont ses perspectives d'évolution? Est-ce qu'elles sont meilleures? Est-ce qu'elles sont moins bonnes? Qu'est-ce qui va le faire changer? Quels événements? Et donc, il faut être proche de lui pour pouvoir le faire. Si on a trop de distance ou on est trop en surplomb, ça devient artificiel. Même dans l'écriture, c'est faux. Et Hélène, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi, oui, effectivement, un peu plus personnelles, parce que c'est mon personnage principal et que j'avais besoin d'être très proche d'elle quand même. On s'approche de la dernière question. Bonjour, je m'appelle Élie, je suis au lycée du Plessis-Mornay en première HLP. Donc on se demandait si vous aviez lu d'autres livres du genre de la dystopie auparavant et lesquels vous avez aimés. Alors j'ai lu plusieurs livres. Alors je fais une référence à Fahrenheit 451 de Ray Bradbury dans le livre. Ça, on en a parlé tout à l'heure et c'était très juste. Cette société où les livres sont interdits et sont brûlés par les pompiers, je trouve que c'est une dystopie qui est fascinante. Il y a une adaptation qui a été réalisée par Truffaut qui est géniale, si vous préférez voir le film, ce que je peux comprendre. Mais voilà, le livre, il faut quand même le lire. Donc il y a cette dystopie qu'évidemment j'ai lue, 1984 bien sûr. Et je parlais tout à l'heure des Viennese Amiatines, nous autres, mais alors que j'avais pas lu avant le livre, parce que justement, alors, j'en avais entendu parler et il y avait quelques points communs et je voulais pas le lire avant d'écrire mon livre parce que je voulais pas que ça m'influence. Et donc il y a des dystopies que j'ai relues aussi après en me disant de quelle manière, comment je peux situer mon livre par rapport à ces grandes dystopies aussi. Donc c'était aussi pour réfléchir par la suite, mais je voulais pas les relire de manière scolaire avant d'écrire, parce que je voulais pas déjà que ce soit une vraie dystopie au sens comme dans 1984, Big Brother, ou une espèce de figure un peu autoritaire, même un peu fantasmée, mais je voulais pas qu'il y ait ça, je voulais que ce soit une société horizontale, donc je voulais repenser complètement ce genre de la dystopie, et pour ça je voulais pas me dire cette idée elle est trop bonne, faut que je la mette dans mon livre. Il se trouve que cette transparence elle est vraiment
elle est présente quand même dans plusieurs dystopies. Dans le livre de Zamiatine, qui est un livre des années 20, il y a ces vitres déjà. Mais c'est pas un élément central. En fait, il n'a pas construit tout son livre autour de ça. C'est un élément parmi d'autres. L'idée, c'est d'aller convertir les civilisations extraterrestres au bonheur. C'est ça l'idée du livre. Avec cette phrase qui est géniale quand même dans le livre de Zamiatine. Il dit « on les forcera à être libres ». Ce qui résume totalement le livre dans son paradoxe. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça dans ces dystopies où il y a des points communs, mais je voulais pas que ce soit un travail universitaire justement ce livre. Je voulais vraiment que ça parte d'aujourd'hui, avec ce fond de certaines dystopies que j'avais lues. Fahrenheit, voilà, j'avais la référence, 1984, Le meilleur des mondes, enfin tout ça, c'est des choses que j'avais lues, mais j'ai pas voulu les relire avant parce que je voulais pas être dans un travail comparatif. Voilà, je voulais vraiment que ça parte d'aujourd'hui et des problèmes contemporains. Bonjour, je m'appelle Émilie Reynaud, je suis élève de HLP en première au lycée Rabelais à Chinon. Et vous avez une écriture assez singulière, donc je me demandais si votre passé de journaliste avait influencé votre manière d'écrire, si ça vous avait handicapé ou plutôt aidé. Et je me demandais aussi le point de vue de votre éditeur sur la question, sur votre écriture. Alors, je commence à répondre, après je donne le micro à Ludovic. Au début, quand j'écrivais, c'était aussi pour me détacher de mon métier de journaliste. C'est-à-dire que j'étais dans un temps... dans le temps de l'actualité, qui était un temps très stressant, très rapide, avec une manière d'écrire qui est une manière d'écrire en plus pour la télé, puisqu'après j'ai écrit pour la télévision, donc c'est une écriture orale. Et donc le but de l'écriture journalistique, quand c'est une écriture télévisuelle, c'est un exercice en soi, hein, c'est que ce soit pas écrit en fait, c'est que c'est une forme d'écriture mais pas très écrite. Il faut que ça ait l'air d'une discussion. Donc, il y a des formes d'incorrection, même parfois quand on parle, mais pour faciliter la compréhension, on va appuyer sur des mots. Voilà. Et donc, quand j'ai écrit mon premier roman, j'avais besoin de souffler un peu tout ça et de me détacher de l'actu et de ce rythme-là. Et donc, je faisais des grandes descriptions, j'avais envie de bien écrire, en fait. Bon voilà, moi j'aime beaucoup mon premier roman, hein, mais c'est vrai qu'il y avait ce souci je voulais que ce soit poétique, je voulais que ce soit bien écrit, je voulais que ce soit voilà. Et plus le temps passe et plus je me détache de ça. C'est-à-dire que bon voilà, là ce roman-là, j'ai arrêté mon travail de journaliste et il est influencé par ce que j'ai ressenti en fait, ce qui est vraiment la meilleure façon d'écrire. Et ensuite, sur la question du style, de comment on écrit, je voulais que ce soit adapté à ce que j'allais justement raconter. Et ce que j'allais raconter, c'est cette société qui est une société qu'on va connaître ou pas, j'espère pas. Mais en tout cas, où on n'a pas le temps, où ça va vite. Le personnage d'enquêtrice qui parle, ça reste une policière. C'est pas une universitaire. Et donc elle est policière. Et donc il faut que son langage soit un langage direct. On voit qu'elle a eu un père qui a fait de la philosophie, donc elle a ce bagage-là. Donc je voulais que ce soit écrit, mais je voulais pas que ce soit surécrit. Donc voilà, mon travail d'écriture, c'était de faire en sorte, et quitte à être critiqué après, parce que certains pourront trouver que c'est pas assez littéraire entre guillemets. Mais pour moi, à partir du moment où on fait parler une femme qui est policière, qui est gardienne de protection, elle peut pas parler comme, je sais pas, elle peut pas écrire comme Marcel Proust, quoi. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Donc, moi, tout mon travail, c'était d'adapter mon écriture à l'époque que j'allais montrer et aux personnages qui allaient être en scène dans le texte. Donc voilà. Donc ce travail-là. Je l'ai trouvé intéressant et c'est plus un travail d'adaptation au sujet et c'est pour ça que je me dis en tant qu'auteur parfois on a envie parce qu'on a envie de se valoriser à travers l'écriture mais c'est aussi pour ça que je vous encourage à écrire parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même de la place aujourd'hui pour des écritures singulières, pour des gens qui cherchent pas forcément à bien écrire, qui ont simplement des choses à dire, une pensée, des idées qui sont personnelles, parfois juste des idées surprenantes, une manière de les raconter qu'on n'a peut-être jamais entendue, jamais lue. Et ça ferait du bien parce que c'est vrai que parfois en France on a un côté un peu académique parce que la littérature c'est un espace un peu sacré, mais j'ai l'impression que de la même manière que ce que je disais tout à l'heure, la personne homogène, totalement cohérente n'existe pas. Ce serait très bizarre qu'un auteur n'ait qu'un style.
Avoir un style, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on écrit d'une certaine manière tout le temps? Non, par définition, on est multiple. Notre écriture, elle est censée changer, elle est censée s'adapter aux âges qu'on traverse. Et donc moi, je suis persuadée, mais un peu comme des auteurs comme Pessoa ou Romain Gary, ça, c'est des auteurs qui ont même parfois pris d'autres identités pour pouvoir avoir cette liberté-là. On devrait pouvoir le faire même en tant qu'auteur, avec notre vrai nom, pouvoir se dire je vais écrire différemment, et pourquoi pas. Si j'ai envie de m'amuser à écrire avec le tutoiement mon prochain livre, et à l'imparfait ou au passé simple, et si j'ai envie d'employer à un moment, si j'écris un livre qui se passe au XVIIIe siècle, j'ai envie d'avoir une langue qui est une langue beaucoup plus châtiée, etc. En fait, j'ai tout à fait le droit de le faire, et c'est une liberté d'auteur. Mais aujourd'hui, on est tellement obsédé par cette idée que l'auteur, c'est le style et il faut être reconnaissable, comme si l'auteur passait devant son texte. J'ai l'impression qu'on oublie que le roman, il passe avant, en fait. Et donc, forcément, si j'écris un livre qui se passe en 2049, j'ai envie que ce texte ressemble à cette génération que je vais décrire. Et c'est une génération où ça va vite, où c'est sec, où c'est parfois violent, où c'est pas toujours agréable. On emploie des mots. Elle est enquêtrice, elle est gardienne de protection. Elle va employer parfois des termes administratifs. C'est pas très beau, mais c'est la réalité. Et je passe le micro. Oui, pour répondre à votre question sur l'écriture proprement dite de Lydia Hassen, c'est ça? Ce qui m'a frappé quand j'ai lu son premier roman, c'est que quand on est éditeur, là, c'est vraiment le point de vue de l'éditeur, de la réception du manuscrit de quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est que j'ai trouvé qu'elle arrivait en peu de mots à créer un personnage. On arrive tout de suite à le voir, à ressentir comment il est, comment il bouge, quelle est son attitude. Et puis, je trouvais qu'elle avait aussi cette capacité à créer une ambiance, un décor, en peu de mots, en peu de phrases. Et je trouvais que ça, c'était la marque d'un talent. Et le dernier aspect de son écriture, il y en a d'autres, mais ces trois-là dominent, à mon avis, chez Lydia Hassen, c'est cette capacité à vous accrocher et à vous embarquer dans son imaginaire, dans son histoire, dès la première page. Et ça, ce sont vraiment des qualités très précieuses. Et je trouve qu'au fur et à mesure des livres, même si pour le besoin de tes romans, tu peux parfois changer certaines sonorités pour les rendre plus proches de la policière, on retrouve de livre en livre ces caractéristiques qui font ta personnalité et d'une certaine manière ta voix en littérature. Alors là, il m'arrive quelque chose d'absolument terrible, c'est que je dois mettre fin à la rencontre, parce que s'il est 16h déjà, et qu'il y a des élèves qui viennent de très loin, des établissements qui viennent de loin, et qui vont repartir. Et alors là, c'est le moment important, puisque on va faire une photo chaque fois avec un établissement qui arrive, et vous dédicacez un livre pour l'établissement. Et il y a une photo avec chaque classe, comme ça ils repartent avec un souvenir. Merci à tous, bravo pour cette rencontre. Merci pour la qualité de vos questions. Pensez aussi, je le dis à chaque fois, mais il y a une chose qui est importante. Merci à Tananarive et à Saint-Pierre-du-Mont aussi. Je pense qu'il faut aussi que vous pensiez à vos professeurs qui vous embarquent dans cette aventure un peu folle chaque année. N'oubliez pas de les remercier, même quand ils vous font des contrôles et qu'ils ne sont pas sympas avec vous. Ils vous emmènent quand même dans une super aventure. Bravo à eux aussi. Bravo, ouais.